Fabrice Louillot, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous représenter qui tu es et ton parcours? Je suis arrivé en Calédonie en 2004 pour être chef de cuisine d'un restaurant sur Lanzwata que j'ai tenu pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter la table des gourmets. Donc depuis 2009, je suis installé à Magenta. C'était un petit peu un pari parce que la rue n'est pas forcément... faut pas rêver, il n'y a pas les palmiers, il n'y a pas les bateaux et la mer comme on peut l'avoir sur les baies. Mais on attire les gens avec autre chose, une cuisine authentique, du terroir et qui s'inspire de la cuisine de nos grands-mères. J'ai vu que tu as eu un parcours en cuisine déjà en France avant que tu arrives en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Quel a été ton parcours là-dessus? Est-ce que tu as fait des études de cuisine? J'ai commencé en 92 à l'école hôtelière de Strasbourg, où je suis resté pendant 4 ans. J'ai passé un CPBP de cuisine, un bac pro de cuisine, et en candidat libre, j'ai fait un CPBP de serveur parce que je voulais avoir la polyvalence, aussi bien en salle qu'en cuisine. Et j'ai fait des périodes de formation dans les restaurants 3 macarons Michelin, notamment à l'Auberge de Lille à Illhaeusern, chez Marc et Berlin, Paul et Jean-Pierre, les parents et l'oncle qui sont décédés. J'ai travaillé chez Kieni à Riedisheim, qui est un restaurant macarons Michelin aussi, donc une cuisine d'un parcours scolaire dans les grands gastros alsaciens qui m'a permis d'apprendre une rigueur, la passion du travail, comment dire, beaucoup de travail difficile en fait. J'ai commencé par éplucher, par faire les basses besognes de la cuisine et il a fallu gravir les marches une par une. Suite à l'école hôtelière, je suis parti directement aux États-Unis travailler pour un milliardaire dans le Colorado. J'ai pu bosser là-bas pour un milliardaire qui avait acheté une montagne. C'était assez commun là-bas d'acheter une montagne. Toi, t'achètes un bout de terrain. Déjà, quand t'as 5 hectares, c'est génial. Eux, ils achètent des montagnes. Parce qu'en fait, tout est un peu démesuré. Dans le Colorado, c'est des grands espaces. L'Utah et l'Arizona, pareil, c'est des grands espaces déserts où c'est assez facile de se procurer des terres énormes. Suite à ça, je suis rentré en métropole parce que je devais faire l'armée et je suis parti à Matignon. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans la cuisine du Premier ministre. C'était ton service militaire? C'était mon service militaire. Et donc, j'étais au premier régiment du train détaché à Matignon. Donc, c'était les troupes de marine, en fait, la marine nationale qui gère les ministères. Et donc, j'ai passé une année là-bas. C'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. Je prenais le train à 2h10 à Strasbourg pour arriver à 6h10 à Paris. Après, il fallait courir dans le métro, arriver en catastrophe à Matignon. J'arrivais avec 5 minutes de retard. On se faisait dézinguer par les chefs parce que c'était... on avait 5 minutes de retard. Ils savaient qu'on avait voyagé. On avait fait 500 bornes de train. On avait fait 1 heure de métro, couru dans les rues de Paris. Mais on se faisait quand même bien allumer en arrivant parce qu'on avait 5 minutes de retard. Alors c'est vrai que des fois aujourd'hui, quand je vois des minots qui arrivent avec un quart d'heure de retard, qu'ils habitent au coin de la rue, c'est vrai que ça me rappelle ma jeunesse à Matignon. Et cette expérience m'a permis de faire beaucoup de choses très intéressantes et de rencontrer du monde. Alors évidemment, on les rencontrait, mais nous, on était cachés dans la cuisine, mais on les voyait, où ils passaient. J'ai pu voir Alain Delon, Emmanuel Béard, j'ai pu voir Patrick Bruel. À l'époque, c'était l'icône des jeunes. Et faire des repas prestigieux pour les ministres. J'ai bossé sur les bateaux parisiens, j'étais au château de Champs-sur-Marne, j'ai fait le service privé de Jospin au pavillon de la Lanterne à Versailles, j'ai fait le pavillon de la musique, enfin j'ai fait des choses très très intéressantes qui sont très formatrices. J'étais un jeune cuisinier et de pouvoir intégrer ces cuisines prestigieuses, ça m'a donné un savoir-faire et puis surtout l'envie de continuer, l'envie d'évoluer, de continuer dans cette cuisine. Qu'est-ce qui a fait que justement tu as pu commencer entre guillemets à éplucher des pommes de terre et devenir chef de cuisine? J'étais curieux. J'étais curieux et ça c'est un message que je passerais bien aux jeunes d'aujourd'hui qui viennent en stage dans différents établissements, chez moi ou ailleurs. C'est pas parce qu'on te demande d'éplucher un oignon que tu dois rester la tête dans le guidon et regarder que l'oignon. Faut être curieux, faut regarder ce qui se passe autour de soi. Pourquoi le chef il fait comme ça? Pourquoi le chef de partie il fait ça comme ça? Essayer d'apporter l'information. C'est pas l'information qui va venir à toi. C'est toi qui dois la chercher, l'information. Pourquoi il fait ça? Et c'est vrai que moi, j'ai été curieux, j'ai eu envie d'apprendre. Je prenais énormément de notes. J'ai encore mes cahiers à l'époque que je gardais. Je rentrais l'après-midi, je notais les recettes, je regardais comment il avait fait. Parce que j'avais envie d'apprendre. J'avais vraiment cette soif d'apprendre. Je reviens un petit peu en arrière. Quand j'ai fait ma période de formation à l'école hôtelière, j'ai fait énormément de stages non rémunérés. J'allais voir un boulanger. Je demandais si je pouvais venir regarder comment il fait du pain. Donc j'ai passé des nuits je me rappelle, dans une cave à apprendre à faire du pain. J'ai voulu travailler en salle, j'ai voulu faire du bar, j'ai voulu faire de la boucherie et toucher un peu à tout et de manière à être
complet. Complet, pouvoir avoir un bagage qui te permette de pouvoir, demain, tu me demandes de faire une sauce, je vais te faire une sauce. Enfin, c'est pas un problème parce que j'ai appris à le faire. Ouais. Et ça, aujourd'hui, le message que je voudrais vraiment passer aux jeunes, c'est d'être curieux, de prendre des notes, d'apprendre, parce que si tu as envie d'évoluer et de grandir dans l'entreprise, il faut avoir ce bagage-là qui te permette d'apprendre, d'avoir les mains qui te permettent de faire le travail. Voilà, j'ai fait beaucoup de formations aussi annexes. Ouais. J'étais à l'école Le Nôtre à Paris faire des stages de formation sur les poissons, fruits de mer, crustacés. Des stages aussi périphériques sur le management, être maître d'apprentissage. Le management, ça peut paraître simple. C'est la partie la plus difficile de mon métier. Dans une équipe, toutes les personnes sont différentes. Les sensibilités sont différentes. La manière de leur parler est différente. Je parle pas de la même manière à toi que je vais parler à l'autre. Parce que toi, tu vas peut-être bien le prendre, mais l'autre, il va mal le prendre. Donc, il faut arriver à cerner le personnage pour que les ordres passent, en fait. Pour que la personne qui reçoit l'ordre l'exécute, mais avec de l'envie, en fait. Parce que des fois, tu n'as pas le choix de le faire, mais c'est quand même bien quand il y a de l'envie et que tu forces pas les gens à travailler pour toi. Ils travaillent pour toi parce que tu es le leader, tu les emmènes et ils travaillent, ils suivent, en fait, le mouvement. Ouais. Tu penses que c'est inné, ce côté un peu leader, ou ça se travaille, ça se développe? Alors, ça se travaille, ça c'est une évidence. C'est inné, ça, je pense que c'est clair. Il faut quand même avoir un caractère. Pour être respecté, il faut avoir du caractère, parce que si tu es un peu mou du genou, c'est compliqué de se faire respecter. Il faut donc un charisme. Déjà, il faut savoir faire le travail. Quand tu veux qu'on te respecte, il faut savoir faire le travail. Tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si toi, tu n'es pas capable de le faire. Donc déjà, il faut montrer l'exemple. Et moi, je pratique depuis le début la règle des 3 C. La règle des 3 C d'un chef, c'est commander, contrôler, corriger. L'erreur des jeunes chefs, et je l'ai faite, donc je peux bien en parler, l'erreur des jeunes chefs, c'est de te dire, tiens, fais-moi ce travail, puis moi je te fais confiance, et puis je m'en vais. Puis je vais revenir 1 heure après, tu as mal fait le travail. Et là, je vais t'allumer, on va s'énerver, tu vas me répondre, et puis ça va monter en cascade. Erreur. Erreur de la part du chef. Toi, tu as mal fait le travail, donc tu as fait une erreur, mais l'erreur du chef. En fait, quand tu donnes un travail à faire, je vais te dire comment le faire. Je vais rester avec toi, je vais te surveiller comment tu le fais. Et si tu prends une dérive, je vais te remettre dans le chemin. Si je te demande de ciseler des oignons, je ne vais pas te donner un seau de 15 kilos d'oignons à ciseler, et puis au bout des 15 kilos, tu me les as émincés, on recommence tout, on a un sacré travail. Non, je vais être derrière, je vais regarder comment tu le fais, si c'est coupé comme je veux. Et si je vois que tu pars un peu en dérive, je te remets dans le truc, et c'est reparti. Quitte à te montrer 3 fois, 10 fois s'il faut, mais je veux que le travail soit bien fait. Donc je t'accompagne, et ça me permet d'avoir un résultat qui est ce que j'avais demandé. Personne ne s'est énervé, tout va bien. Ouais. Et la grosse erreur, c'est vraiment ça, c'est de faire confiance. Moi, je dis souvent au travail, je fais confiance à personne. On n'est pas à la maison avec, tu fais confiance à ta femme ou à tes potes. Là, on est au travail. Au travail, on attend un résultat, et ce résultat-là, il faut être derrière, il faut le contrôler, et puis après, ça roule. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu arrives en Nouvelle-Calédonie, du coup? J'ai toujours aimé voyager. D'ailleurs, j'ai fait ce métier parce que j'avais envie de voyager. Je voulais, au départ, être cuisinier sur les bateaux. Bateaux de croisière. Moi, j'avais des rêves, quand j'étais gosse, de me mettre... en fait, j'avais cette idée de cuisiner sur un bateau parce que je me suis dit, tiens, quand tu vas aux Caraïbes, pour un peu qu'on fait le tour, Guadeloupe, Martinique, ça, moi, je me voyais bien sortir du bateau pendant mes heures de repos et puis aller zoner sur la plage, me prendre une pina colada. Moi, je voyais bien ça comme ça. La réalité m'a un peu raisonné, c'est que ça passe pas du tout comme ça. Quand tu es sur un bateau de croisière, c'est un peu de l'esclavagisme. Tu bosses... alors, je vais pas généraliser sur tous les bateaux de croisière parce que c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de bateaux de croisière qui embauchent déjà des Philippins, enfin une main-d'œuvre qui est très peu chère. Et t'es dans la soute, tu bouges pas, quoi. Hein. Tu restes en bas dans les cales. C'est pas une soute, c'est une cale. Tu restes dans la cale et tu fais de la cuisine toute la journée. Ils partent 2-3 mois en mer, tu restes 2-3 mois en mer dans la cale. Alors peut-être que tu sors un peu, mais en vrai, tu sors pas beaucoup et puis t'es fatigué. Donc, t'en profites pas, c'est pas des vacances. Et du coup, les opportunités de la vie m'ont fait aller ailleurs. Au lieu d'aller sur un bateau, je suis parti aux États-Unis, et ainsi de suite. J'ai bossé à Paris, j'ai pas mal zoné dans la gastronomie. Ça m'a permis de voyager. Aujourd'hui, les jeunes, j'ai envie de leur dire aussi, voyager, parce que c'est un métier où tu postes une annonce à l'étranger. Il y a un site pour ça, ça s'appelle l'hôtellerie.fr. Tu postes une annonce là-dedans. Bonjour, jeune cuisinier. Tu mets ton CV.
Et tu reçois des opportunités d'embauche, je vais dire un truc, peut-être en Asie, au Canada, dans les Émirats. Ils cherchent des cuisiniers français parce qu'on a une compétence qui est reconnue à travers le monde. Donc, c'est super intéressant. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Calédonie. Moi, j'ai posté mon annonce. J'avais envie de voyager. En fait, j'étais juste à l'aube de mes 30 ans. Je suis arrivé en Calédonie, si je raconte pas de bêtises, c'était en 2004, j'avais 29 ans. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enterre dans ma vie, ma routine, qui est facile en fait, hein? J'avais ma femme, j'avais 2 enfants, on avait la maison, enfin un appartement. On installe une routine, tu vas bosser, tu rentres, le week-end tu vas manger chez les parents, voilà, puis on recommence la semaine d'après, et en fin de compte, tu éteins ta vie et tes envies, quoi. Je dis pas que c'est mal, hein, c'est très bien aussi. Tu te stabilises et tout. Mais moi, j'étais avec cette fibre-là, j'avais envie de bouger, de faire encore des choses. Et je m'étais dit, j'ai envie de voyager. Et ma femme était agent de voyage. Ok. Et dans son agence de voyage à Strasbourg, à l'arrière, il y avait un énorme poster de Tourisme.Sud avec le phare Amédée, que je connaissais absolument pas. La Calédonie, je savais même pas où c'était. Moi, la Calédonie, je voyais ça, je vais peut-être faire rire la moitié de la planète, mais moi, je voyais ça dans l'océan Indien ou... En vrai, je m'y étais pas intéressé, donc je savais pas où c'était. Je n'étais pas non plus neuneux en géographie, mais quand tu sais pas, j'avais pas accordé d'importance à la Calédonie quand j'étais gosse. Et là, quand je vois le poster Tourisme.Sud et on me propose une place, parce que le restaurant qui m'a recruté à travers ce site que je viens de citer tout à l'heure, l'hôtellerie. Je dis à ma femme, mais on me propose la Calédonie. Et elle me dit, mais on y va. Et 2 mois après, on était là. Et j'étais parti dans une idée de faire, je sais pas, 1 an, peut-être 2 ans. C'était un CDI, donc en vrai, tu peux rester 10 ans si tu veux. Mais j'étais parti dans l'idée de faire 1 an, 2 ans peut-être, et puis après, pour prendre les valises, et puis on va ailleurs, quoi, pourquoi pas. Et arrivé en Calédonie, il s'est passé un truc dans ma vie. Bon, déjà, je me suis séparé de ma femme, mais ça, c'est malheureusement la vie qui a fait ça. Comme beaucoup de métropolitains qui arrivent en Calédonie, ça, c'est pas qu'une fable. Les couples ont du mal à tenir. Alors pourquoi, j'en sais rien. C'est peut-être le soleil qui fait ça. Mais il s'est passé un truc dans ma vie qui n'a rien à voir avec ma femme. J'ai appris ce que c'était que d'avoir des amis, en fait. Je vais expliquer, ça peut paraître surprenant, mon discours, mais peut-être qu'ils vont se retrouver là-dedans. En fait, en métropole, j'avais tellement ma vie dans le guidon. Quand je suis parti de l'école hôtelière, je suis tout de suite parti aux États-Unis. Après, j'ai fait l'armée, j'ai fait mes trucs, j'ai fait ma vie. Et j'avais tellement la tête dans le guidon, à travailler. J'étais un carriériste de fou, à bosser. Et quand je bossais pas, je donnais des cours de cuisine d'ailleurs. Ça, j'avais oublié ce petit passage. J'avais des cours de cuisine parce qu'en fait, je gagnais très mal ma vie au départ. On était encore en francs français, c'était avant l'euro. Je gagnais le salaire minimum. Et pour dire, je me baladais en vélo parce que on n'avait pas les moyens d'avoir 2 voitures. Enfin bon, bref, c'était dur. Quand tu démarres dans ce métier, c'est un métier qui est très mal payé. Donc en fait, en vrai, ça aussi, ça motive à continuer à évoluer. Mais toujours est-il que tu travailles tellement que tu n'as pas le temps d'avoir des amis. Les amis que j'avais à l'école hôtelière, on s'est un peu perdu de vue. Alors j'en ai toujours quelques-uns que je salue. On a gardé contact, mais très peu. Et cette routine que je parlais tout à l'heure, que j'ai voulu casser en venant en Calédonie, fait qu'en fait, tu rentres le soir, t'as ta femme qui t'attend à la maison, c'est cocooning, on fait à manger, il y a les enfants. Après le week-end, c'est vrai que quand t'as de la famille, t'as tendance à aller chez les cousins, aller chez le tonton, aller chez pépé mémé, on va partager la tarte, on va faire une belote, et t'as pas d'amis en vrai. T'en as un petit peu, mais pas comme ici. Ici, t'arrives ici, il y en a plein qui sont dans cette situation. On a laissé notre famille là-bas. Nos racines et nos familles sont en métropole. Et on arrive ici, et le dimanche, souvent on se retrouve. Là, je vais apprendre rien à personne. Allez, c'est barbecue. On sort, chacun ramène un petit truc à manger. On met 2-3 boissons dans la glacière. Et on passe un dimanche entre potes. Et tu rencontres d'autres potes. Et ainsi de suite. Et on se fait un réseau. Et nous-mêmes, c'est petit. J'ai pas envie. Ça serait une erreur de dire que tout le monde se connaît. Mais en vrai, tout le monde se connaît ici. Je peux pas aller faire des courses ou aller au marché ou faire n'importe quoi sans croiser du monde que je connais. Parce que, on s'est fait un réseau énorme ici de gens qu'on croise et qu'on se retrouve aussi bien au restaurant
Quand on sort, on va faire un tour en mer. Toi, hier, j'étais au parc Brunelay parce qu'il y avait un anniversaire. Bah, tu rencontres des gens que tu connais. Et en fait, c'est complètement différent de ce que j'ai connu en France. Et ça m'a plu. Ça m'a plu et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de rester. Parce qu'on dit toujours, tu choisis pas ta famille, mais tu choisis tes amis. Et c'est vrai que là, en vrai, et je dis pas que ma famille n'est pas bien, hein, mais en vrai, tu es avec des amis et tu te sens bien. Tu es avec des gens qui te correspondent, qui partagent les mêmes idées, partagent les mêmes délires. Moi, je suis un motard, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses avec les motards aussi. C'est ce qui fait que 20 ans plus tard, tu es toujours en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui a fait que j'ai eu envie de rester. Après, aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, je reste aussi parce que j'ai le restaurant qui me fait rester. En 2009, j'ai acheté ce restaurant parce que j'ai eu l'opportunité de l'acheter. C'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'était une auberge alsacienne qui était tenue par un couple d'Alsaciens. Moi, je l'ai un petit peu modernisé. J'ai fait énormément de travaux ici pour le rendre un peu moins rustique. Avant, c'était très bien. Hein, c'était très bien. Ça correspondait complètement à l'esprit alsacien du couple précédent, qui était la table de Marie. Ils avaient fait un restaurant qui était vraiment la Windstube alsacienne. C'était très bien, mais moi, j'ai eu envie d'ouvrir ça à la cuisine française. Donc, il a fallu faire énormément de travaux. Et quand tu pars avec rien, c'est compliqué. Parce que moi, alors ça aussi, c'est un message que j'ai envie de passer aux jeunes. Tout le monde peut y arriver, puisque moi, je suis arrivé en Calédonie avec 2 valises. Et elles n'étaient pas remplies de billets de banque. Pas du tout. Il n'y avait rien dedans, à part quelques fringues. Et en fait, j'ai pu acheter, parce que le loyer était bas. À l'époque, j'étais locataire. Aujourd'hui, j'ai acheté les murs, mais à l'époque, j'étais locataire. Et j'ai dû rembourser le fonds de commerce. La banque, soit tu as du pognon, soit tu as un CV. Comme je n'avais pas de pognon, j'avais la chance d'avoir un CV. Donc, je savais travailler. Et la banque a cru en mes mains. J'aurais dit, ben voilà, moi, je sais travailler. Laissez-moi acheter un restaurant. Je te simplifie le truc, mais c'est un peu ça. Laissez-moi acheter mon restaurant, je vais vous prouver que je vais y arriver. Et j'avais fait un truc dans 3 pages Word. Mon petit projet, j'avais pas fait d'études de marché et rien, j'avais simplement couché sur le papier ce que j'avais envie de faire, et comme j'aime bien écrire, ça tombe bien. Et donc, du coup, j'avais expliqué que voilà, je voulais ouvrir ce restaurant qui était typiquement alsacien, la cuisine française, proposer un truc qui ne se fait pas en Calédonie. On est capable aussi bien de faire une garbure du sud-ouest qu'un Welsh du nord, qu'une croziflette savoyarde, que des alouettes sans tête provençales, des caillettes ardéchoises, du kigafars breton. Voilà, on est vraiment rentré dans les spécialités régionales en France, ce qui n'existe pas ici. Et donc, j'ai eu envie de proposer ça. Et la banque y a cru. Et donc, j'ai pu acheter ce restaurant avec que dalle. C'était difficile parce que dès que je voulais investir, quand il a fallu changer de four, un four, c'est 1,5 million. Un fourneau, c'est pareil. C'est cher. J'ai pas l'argent. Je vais chercher où? Et je dis à la banque, mais je vais pas faire un crédit pour acheter une chaise longue pour aller à la plage. J'ai besoin du fourneau. Mon fourneau, il est mort. Il faut que je change de fourneau. Donc, tu as eu ton prêt pour ouvrir cette table des gourmets. Et donc, après coup, une fois que c'était ouvert, tu as eu des pannes sur des. J'ai eu des tuiles sur tuiles. Voilà, parce que le matériel était vieillissant, il fallait changer. Quand tu as un fourneau avec 6 gaz et que tu en as 3 ou 4 qui ne fonctionnent plus, ça devient compliqué à travailler. Et donc, et on l'a fait, hein, je l'ai fait pendant longtemps parce que il faut avoir le pèse pour l'acheter. Et je ne l'avais pas. Et donc, en fait, heureusement qu'il y a des sociétés qui m'ont suivi où je leur ai dit, est-ce que je peux vous faire... Parce que la banque n'a pas voulu me prêter d'argent parce que j'étais déjà au taquet de mon taux d'endettement. Donc, quand tu es au taquet, hein, ils ne peuvent pas faire des miracles non plus. Et heureusement, j'ai les boîtes bien connues à Nouméa à qui j'ai acheté le fourneau et le four qui m'ont permis de lisser ça. C'est-à-dire qu'un fourneau qui vaut 1,4 million ou 1,5 million, hop, je faisais 10 chèques. Et puis, tous les mois, ils encaissaient, ils m'ont fait ça à taux zéro. Alors, encore aujourd'hui, je leur dis merci. Parce que sans eux, si j'avais pas eu ce soutien-là, j'aurais été vraiment dans la galère. Oui. Donc, ils ont été là pour moi à cette époque-là. Et aujourd'hui, on est là, on fonctionne et on prospère comme on peut. Alors, c'est difficile parce qu'on a quand même vécu des périodes chaotiques. Oui. La première, c'était le Covid. Alors déjà, les émeutes. Non, je vais corriger. La première période, c'était au début à l'achat. C'était compliqué. Oui. Parce qu'en fait, le restaurant qu'il y avait ici avant était connu, il était réputé, et du coup, il ferme. Tu rachètes derrière, c'était chaud. Et pendant 5 ans, c'était vraiment compliqué. Oui. Et d'un coup, j'ai rénové, j'ai changé de carrelage par terre, j'ai fait ma page Facebook, qui aujourd'hui est très largement suivie.
Mais ça a commencé comme ça. Et en fait, donc 5 ans de galère. Après, ça a commencé à monter. Et Covid. Alors là, du jour au lendemain, tu te retrouves, on te ferme les trucs et puis on n'a pas de solution, aucune communication. On apprenait le vendredi à midi que le vendredi soir, tu n'as plus le droit de servir. Restaurant fermé, tous les établissements publics fermés. Ben là, bon courage. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais avec mes employés? Qu'est-ce que je fais avec la nourriture que j'ai dans les frigos? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ben, on se réinvente. Moi, j'ai dit, je ne vais pas fermer. Je vais pas fermer, je vais trouver une solution. Et donc, j'ai immédiatement basculé sur la vente à emporter. En fait, il faut à chaque fois trouver des solutions. Et pas dans 8 jours, ni dans 3 mois, tout de suite. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On savait déjà faire la vente à emporter, parce qu'on en a toujours fait. Je fais pas trop de communication là-dessus, parce que c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire restaurateur. C'est de servir les gens à table. Maintenant, les gens qui savent qu'on sert la choucroute, par exemple, ils savent très bien qu'on peut l'avoir emporté. Mais je communique pas là-dessus parce qu'en vrai, je peux pas faire 2 services. Je peux pas faire un service d'emporter plus un service sur place derrière. C'est pas possible. On peut le faire ponctuellement, mais sinon, non. Donc, c'est vrai que quand il y a des périodes comme ça qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, la solution, effectivement, c'est de basculer sur la vente à emporter. Donc, première période Covid. Et là, merci les Calédoniens parce qu'ils sont venus en masse. Ils avaient envie de bien manger aussi, hein, donc on a essayé de faire en sorte de leur donner ce qu'ils sont venus chercher. On faisait une cuisine de qualité avec les quantités généreuses qui nous ressemblent en fait. Et c'est vrai qu'on en vendait beaucoup. Alors on donnait beaucoup de marchandises et on vendait moins cher. Donc en vrai, on était à des années-lumière du chiffre d'affaires et du bénéfice qu'on fait en temps normal. Oui. Mais ça nous a permis de fonctionner, payer les charges, le personnel. Et tu voyais la trésorerie qui chutait, qui chutait forcément. Hein. Oui. C'est sûr, parce qu'avec les charges qu'on avait et les quantités qu'on donnait, ça chutait. Puis la CAFAT et la CRE, ils ne nous ont pas oubliés. Hein. Ils n'ont pas dit, les gars, c'est Covid, allez... les cotisations trimestrielles, ce coup-ci, c'est pour nous. Non, on a continué à payer. Et puis, c'est pas un petit budget, la CAFAT. Donc, les charges nous ont doucement grignoté la trésorerie, mais on a réussi à redécoller derrière parce qu'il y a eu la réouverture des restaurants. Les gens qui étaient bloqués chez eux pendant des jours et des jours, ils avaient envie de sortir, repartager un repas entre amis, en famille. Donc là, pareil, on réouvre. Mais il y avait la distanciation, il a fallu, encore une fois, se réinventer. Qu'est-ce qu'on fait? Là, j'avais fait faire des box sur mesure pour séparer les tables, pour que les gens puissent manger en toute sécurité. Ouais, avec les 2 mètres d'écart, etc. Ce qui est un peu ridicule aussi quand on est réfléchi, parce que on se retrouve aux toilettes, on se croise en rentrant dans un restaurant, mais bon, dans la psychologie des gens, et de toute façon, on n'avait pas le choix, on était obligé de faire ça. Donc, il a fallu se réinventer. Première période Covid passe. Allez, on remonte la pente doucement. Boum, deuxième période Covid. Allez, c'est reparti. On recommence. Mais bon, on avait les box, on avait tout ce qu'il fallait. On avait été habitué à cette vente à emporter. Donc, on a rebasculé sur ça. Du coup, il y a beaucoup de restaurants qui ont fait pareil. Parce que première période Covid, il y a beaucoup, ils ont fermé le rideau parce que il faut être en capacité de pouvoir aussi basculer sur la... C'est pas tout d'avoir envie de le faire. Il faut savoir le faire aussi. Donc... d'autres restaurants ouverts, et tant mieux, ça a permis à certains de surmonter cette épreuve. Ça passe, on réouvre, crise économique, tout qui augmente, guerre en Ukraine. Alors tous les fournisseurs nous racontaient la même histoire, que tout augmente, le fret maritime, il n'y a plus de containers, on est obligé d'augmenter. Toutes les excuses sont bonnes pour augmenter. Ouais. Depuis 15 ans, toutes les excuses sont bonnes. Mais là, depuis quelques années, c'est pire. C'est-à-dire que maintenant... il n'y a plus de maïs en Europe, alors il faut augmenter le canard. Il y a des grippes aviaires, il y a des problèmes avec les farines animales. Il y a toujours un problème qui justifie qu'on augmente. Et tout augmente. Mais ça ne baisse jamais. C'est-à-dire que quand ils trouvent des solutions qui règlent leurs problèmes, ça ne baisse pas pour autant. On reste quand même les prix au taquet. Donc on est confronté à cette crise économique qui ne fait qu'empirer. C'est ce qui explique aussi peut-être aussi pourquoi il y a des mouvements de gilets jaunes et tout qui s'émergent. C'est parce qu'en fait, on est pressé comme des citrons et jamais on a de bouffée d'oxygène, de se dire « Ah tiens, là, ça va mieux ». Non, ça va jamais mieux, en fait. Donc, on est obligé de se battre. En permanence, on se bat. On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Moi, aujourd'hui, même avec le restaurant qui fonctionne bien,
ben, j'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc, crise économique, et là derrière, on termine avec les émeutes. Alors là, ça, c'était pas mal, parce que là, on n'a rien vu venir. Autant le Covid, c'est arrivé brutalement, mais on s'y est préparé quand même. On voyait les choses qui se passaient, on se doutait bien qu'il allait y avoir un truc. Que là, les émeutes, ben, ça a déclenché un dimanche ou un lundi. Ah ben là, le mardi, t'es fermé, quoi. Ouais. Ah ben là, on fait quoi? Parce que là, t'es plus dans le délire on va faire de la vente à emporter ou quoi? Pourquoi? Ben parce qu'on pouvait déjà juste pas accéder au resto. Moi, j'habitais au fond du Causse. Il y avait des chicanes en terre sur la rue de Papette. Il y avait des carcasses de voitures jusqu'au ciel à Montravel. Enfin, en vrai, bon, tout le monde a connu Nouméa à cette époque-là. Tu fais comment pour venir au travail? Et puis même, les gens, ils sortaient pas. En vrai, ils étaient barricadés chez eux. T'avais pas la psychologie de te dire « Putain, j'allais me faire un bon petit resto avec ma femme. » T'avais surtout envie de rester planqué chez toi, parce que tu sais pas si elle va pas prendre un caillou sur la route, quoi. Donc, en vrai, on s'est retrouvés du jour au lendemain, boum, fermé. Alors, on fait quoi maintenant? Pour revenir un petit peu sur la partie, sur la partie restaurant, pourquoi du coup une cuisine du terroir, entre guillemets, des régions françaises? Alors, comme j'ai expliqué au début, moi, je suis issu de la gastronomie, donc j'aurais pu m'entêter à vouloir faire de la gastronomie. Mais en vrai, j'ai pas eu envie. J'ai pas envie de faire ça, parce que déjà, j'ai fait ça pendant 15, presque 20 ans de ma vie. J'ai fait de la grande cuisine gastro. Ici, on est loin de beaucoup de choses. Loin des champignons frais, on est loin des Saint-Jacques de Dieppe, on est loin des petits canards frais du sud-ouest, on est loin de beaucoup de choses. Donc, ça peut arriver ici, mais ça va arriver en surgelé. Alors moi, si c'est pour faire un resto gastro et servir des Saint-Jacques de Dieppe qui sont surgelés, tout de suite, ça me fait pas rêver, quoi. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Pareil, moi, je suis sensible au pouvoir d'achat. Peut-être aussi parce que je viens d'en bas. Moi, je viens vraiment de la base et je suis pas un gosse de riche. Et aujourd'hui encore, j'essaie de proposer une cuisine honnête, généreuse et honnête. J'aime pas me moquer des gens et je veux que quand ils sortent au restaurant, ils aient l'impression qu'on les a servis généreusement, qu'ils ont passé un bon moment et surtout à la fin, j'ai pas envie de leur péter les côtes à l'addition. Ça me correspond vachement. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis dit, mais il y a peut-être un coup à jouer avec la cuisine du terroir. Parce que, juste, ça se fait pas. Tu as beaucoup de restaurants aujourd'hui qui vont dans la facilité. C'est pas une critique, hein. C'est une réalité. Tu as beaucoup qui vont dans la facilité avec des grillades. Je prends un magret, je le mets dans la poêle, aller-retour. Je simplifie, hein, pardon, mais je vais simplifier pour pas que ça dure 2 heures. Mais je prends un magret, je le mets dans la poêle, je prends une entrecôte, je la mets sur le grill. J'en fais aussi des entrecôtes. Donc, c'est facile, en fait. Tu mets l'entrecôte sur le grill, tu vas passer vite fait au four, t'envoies, un tas de frites à côté, une petite sauce, un bout de salade. En vrai, t'as pas besoin d'aller au resto pour faire ça. Ouais. Et pourtant, je dis ça, mais moi, le premier, quand je sors, j'ai envie de manger une entrecôte parce que j'en mange pas sinon. Mais en vrai, t'as pas besoin d'aller au resto pour faire ça. Quand tu proposes au client une garbure, quand tu proposes un cassoulet fait maison, avec un confit de canard qui est fait maison, tout ça, c'est de la cuisine qui est travaillée, en fait. Quand on fait les alouettes sans tête ou les fleischneck alsaciennes, mais on y passe des jours à le préparer, ça. La fleischneck, c'est 3 jours de travail. On fait des Bekehof, c'est une cuisine qui est marinée 24 heures, qui est cuisinée 6 heures. Tout ça, c'est des longues cuissons. Quand on fait les tripes, les pieds, les langues, les têtes, les abats, enfin voilà, des cuisines qui mijotent pendant longtemps, c'est des choses où là, tu le fais pas chez toi. Ouais. Donc, tu vas au resto. Okay. Et moi, j'ai envie de rester dans cette cuisine, en fait, très orientée terroir de France, parce que je me rends compte qu'on a une clientèle qui est demandeuse de ça. On a des clients, moi, la moyenne d'âge chez moi, c'est entre 40 et 80 balais, parce que c'est aussi les derniers... Moi, je fais partie des derniers Mohicans qui savent encore cuisiner ça, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui sortent de l'école, ils cuisinent pas les tripes, les pieds, il faut savoir le faire. Et on a en face de nous encore la dernière clientèle, je pense, qui est amatrice de ça. Parce que les minots d'aujourd'hui, je crois pas que je les fais rêver avec des pieds de porc. Et donc, je m'adresse à des gens de mon âge, je suis encore un jeune cinquantenaire, moi, entre 50, 60, 70 ans, des gens qui aiment cette cuisine authentique, qui sent bon le truc familial. Là, tu poses le plat au milieu de la table, et puis voilà, on se régale avec ça. Aujourd'hui, les minots, ils veulent quoi? Ils veulent du tacos, du burger, un bon sandwich parisien, un kebab. Voilà, ça, c'est la cuisine d'aujourd'hui. Mais en vrai, moi, ça me fait absolument pas rêver, quoi. Hein. Moi, c'est pas que j'aime pas les fast-food, hein, mais quand c'est bien fait, pourquoi pas. Mais en vrai, je préfère largement cette cuisine riche en saveurs. Hein. Ouais.
Est-ce que t'es plutôt vin blanc ou vin rouge? Vin rouge. Vin rouge. Mais j'ai une explication. J'adore le vin blanc, mais ça me cause du tort dans le tuyau. Donc, en vrai, je suis un gourmand. C'est presque une mauvaise question pour moi parce que j'aime tout. J'aime autant le blanc que le rouge, que le rosé. Je suis pas très fan des vins sucrés, par contre. Par contre, j'aime toutes les bonnes choses. J'ai vu une statistique, on en a déjà un petit peu parlé avant, mais j'ai vu une statistique sur les restaurants, que 70% des restaurants fermés dans les 5 premières années. Oui. C'est difficile de monter un restaurant? C'est très difficile. Très difficile. Il y a des gens qui ouvrent des restaurants alors qu'ils ne sont pas cuisiniers déjà. Ça, c'est une erreur, je pense. Enfin, cuisinier ou au moins issu de la restauration, parce qu'on pourrait très bien avoir un maître d'hôtel qui ouvre un restaurant, c'est pas un problème. J'entends par là, c'est plus facile quand tu es issu de la cuisine. Pourquoi? Moi, demain, il y a un de mes cuisiniers qui est pas là, je vais pas te dire que c'est pas grave. C'est chiant, je vais être certainement dans la muise pendant un petit moment, mais je vais être capable de gérer son poste. Si je suis un actionnaire, par exemple, je suis issu de la finance, et à la maison, je sais bien faire mon couscous. Et chaque fois que j'ai mes potes qui viennent, ils disent « Putain, ton couscous, tu devrais faire un resto. » Mais en vrai, c'est ce qui se passe. C'est que t'en as, ils font bien un couscous à la maison, ils font ça faire la tagine, ou ils cuisinent merveilleusement bien le magret de canard pour 4 potes à la maison le week-end. Et ils pensent que du coup, ben, c'est facile un restaurant. Ben ouais, après tout, c'est vrai que c'est facile de mettre une entrecôte. Ah mais ça, c'est dans la théorie. En vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon resto, il y a 60 places assises. Quand tu fais... Alors, on fait rarement 60 pile poil, parce que tu as toujours des chaises, une table de 4, ils sont que 3. Mais quand tu fais plus de 50 couverts, ça, c'est qui arrive quand même très souvent. Et qu'en vrai, tu as entrecôte bleu saignant à point bien cuit, déjà, rien que sur une table, tu as un problème. C'est qu'il faut arriver à résoudre, et puis c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter sur la cuisson. Ça, il faut savoir le faire. Mais il faut savoir faire ça en même temps que tu anticipes les autres tables. Parce que l'idée, c'est pas de les servir eux et que tous les autres, ils attendent pendant 1 heure. Les gens arrivent au restaurant en moyenne entre 11h30 et midi moins le quart le midi. Et à 13h30, tout le monde est barré parce que tout le monde va bosser. Moi, je dois être capable de servir ces gens-là dans ce laps de temps en respectant la qualité, la fraîcheur, la chaleur des produits. Quand je parle de la fraîcheur, c'est qu'on est dans un pays chaud. Donc, quand je te sers une salade, ben, c'est bien si elle est fraîche. Si ton foie gras, il n'est pas en train de couler. Mais il y a des manières de le faire pour que ça arrive. Parce que si derrière ça traîne, ben, ton foie gras, je vais t'envoyer, ben, il va être tout liquide. Ton entrecôte, si je sais pas la faire, ben, je vais te l'envoyer mal cuite. Et au-delà de ces performances de cuisine, il y a le côté gestionnaire. Parce que même le meilleur des cuisiniers du monde, si c'est un mauvais gestionnaire, il part dans le mur. Et un super gestionnaire, si c'est pas cuisinier, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à allier les deux. Et quand tu as un bon cuisinier qui est un bon gestionnaire, ça peut faire un bon gérant d'entreprise. Et ça, ben, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas la tête dans les chiffres, dans la compta. Toutes les factures, c'est moi qui les saisis. Je saisis mes salaires, je saisis tout pour avoir la mainmise en fait sur le restaurant. Je sais quotidiennement où j'en suis. Je saisis ma caisse, je saisis mes factures, je vois où j'en suis. Je fonctionne pas sur le 30 jours fin de mois non plus. Chaque fin de mois, tu vois, là, on vient de terminer le mois de septembre. Le mois de septembre est clôturé. Tous les fournisseurs sont payés. Je veux pas l'erreur de certainement beaucoup de restaurateurs, mais pas que des restaurateurs, hein, d'autres entreprises, mais c'est vrai que les restaurants sont assez fragiles, c'est de payer à 30 jours fin de mois. Ça, pour moi, c'est une hérésie. Parce qu'en fait, tu fonctionnes sur de l'argent qui n'est pas à toi. Pour moi, je pars du principe que si je commande de la viande, je commande 20 entrecôtes. Les 20 entrecôtes, je vais les vendre. Donc, je vais rentrer le chiffre d'affaires. Mais je paye mon fournisseur, je paye mes salaires, je paye mes charges. Je vais pas rentrer cet argent, me dire « Ah cool, putain, là, j'ai un mois de chiffre d'affaires. Putain, je vais m'éclater, j'allais m'acheter une belle bagnole. C'est cool, pourquoi je referais pas un truc? Tiens, je vais changer des luminaires au resto, je vais faire des trucs, puis je vais m'engraisser un peu au passage. Ah ouais, mais après, quand t'arrives une période comme le Covid, et que là, t'as pas de chiffre d'affaires qui tombe pendant un laps de temps, là, tu te retrouves à payer le mois en cours, plus le mois d'avant, mais t'as pas fait de chiffre d'affaires. Et c'est là que tu tombes. Et c'est là que dans les périodes difficiles, bah, t'as beaucoup de restaurateurs qui ferment, qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils sont asphyxiés, en fait. Ils ont... alors, je généralise, hein. Après, chaque cas est particulier, chaque cas se discute. Il y a des situations qui sont malheureuses. Et moi, je suis à l'abri de rien. Malgré mon expérience et ma notoriété dans le quartier, demain, je peux trébucher et tomber.
ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc moi, je crâne jamais, je fais jamais le malin avec ça, parce que je sais que on est fragile. On peut trouver les restaurants chers, et c'est vrai que moi aussi, je trouve que c'est cher. Parce que c'est un budget. Quand on sort au resto aujourd'hui en Calédonie, à un couple, c'est 12 000 balles, c'est pas déconnant, hein, c'est plutôt 15 000 à deux pour une soirée. C'est pas rien, quand tu vois que c'est un dixième d'un SMIC que tu vas claquer dans une soirée. Mais bon, de temps en temps, c'est nécessaire quand même, parce que ça oxygène aussi de sortir avec sa femme et tout, donc c'est bien. Donc quand on peut se le permettre, c'est bien de sortir. Mais c'est un coût. Maintenant, moi, je prends le prix de l'assiette et j'ai envie de dire aux gens, mais prends 3 500 balles, là, le prix de l'assiette, prends 3 500 balles, va faire tes courses. T'achètes le nécessaire pour faire ce repas. Et tu regardes ce qui reste. Avec ce qui reste, tu vas payer ton loyer, tu vas payer l'électricité, l'eau, le personnel, le rouleau de PQ des toilettes, la vidange de la fosse, le ramonage de la hotte, le matériel qui tombe en panne, changer la vaisselle, enfin voilà, tout ce que tu n'imagines pas, mais qui rentre dans ce prix de l'assiette. Alors, tu as certains restaurateurs qui profitent et qui abusent certainement des tarifs, ça c'est sûr. Mais tu as quand même des restaurateurs qui sont sérieux, qui travaillent honnêtement, et pour qui c'est pas facile. Et tu me parlais tout à l'heure des 5 ans. Les 5 ans, je te l'ai dit tout à l'heure, moi, les premières années, ça a été très difficile. Ouais. Et pourtant, je savais cuisiner. Ni mieux, ni moins bien qu'aujourd'hui. Je savais cuisiner. Pourtant, j'ai galéré grave. Parce qu'il faut se faire un nom, il faut perpétuer les choses, montrer que tu es régulier dans la qualité. Parce que si tu es bon le 1er janvier, mais que le 1er juillet, tu commences à faire n'importe quoi, puis après, tu reviens bon. Ah non, quand je viens manger chez moi, ça doit être bon tous les jours. Alors, ça, c'est pareil, on peut se planter, hein, on n'est pas parfait. Je peux me planter sur une cuisson, je peux me planter sur un truc. C'est vrai que c'est bien quand les gens nous font un retour immédiatement. Je me suis planté sur la cuisson. Des fois, je suis tellement débordé, parce que je suis en train de faire en même temps un poisson, une sauce, une grillade, envoyer, j'ai un banquet à côté. Enfin, faut le voir pour imaginer le truc. Donc, on peut se planter. Mais il ne faut pas hésiter à nous le dire. Peut-être, ton entrecôte, je te l'ai servi à point alors que tu me l'as demandé bleu, je m'excuse, je t'en renvoie une autre directe. Le personnel, il va la manger, l'entrecôte à point, c'est pas un problème. Tant que ça n'arrive pas 25 fois par service, une fois de temps en temps, tu t'es planté, que celui qui est parfait me jette la première pierre, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que ça peut arriver, même si ça ne devrait pas, ça peut arriver. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est là, on est à disposition, on est ouvert. Ouais. Tu me dis gentiment, excusez-moi, vous pouvez nous rajouter un petit truc, on va le faire tout de suite. Tu passes voir tes clients après les services ? Systématiquement. Sauf quand j'ai un rendez-vous où je dois vraiment m'échapper, ou des fois, c'est très rare, mais ça peut arriver. Si j'ai passé un très mauvais service pour X raisons, et que j'estime que je ne suis pas en état suffisamment apaisé pour aller voir les clients, je préfère rentrer chez moi que d'être de mauvaise compagnie. Après, j'arrive très bien à redevenir normal, mais des fois, juste, j'ai pas envie. Et ça, j'ai l'honnêteté de le dire, ça peut m'arriver 1 ou 2 fois dans l'année où vraiment, j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi. Rentrer chez moi parce que j'ai eu ma dose, il s'est passé plusieurs événements dans la journée, hein, ça peut être personnel. Je peux avoir une embrouille avec ma femme, hein, ça peut arriver, on n'est pas infaillible dans notre couple non plus. Donc voilà, je peux m'embrouiller avec ma femme, j'arrive au boulot, je suis pas disposé, je fais le taf. Hein. Mais après, en vrai, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de m'oxygéner, boire un canon et puis me détendre. Ça peut arriver qu'au resto, on m'a pris la tête, hein, que le personnel n'a pas fait tout ce que je voulais comme je voulais, et malgré qu'on contrôle et qu'on corrige, ça peut arriver des erreurs et puis ça peut me gonfler. Ou peut-être je suis malade, hein, ça peut m'arriver de choper une grosse sinusite, je suis pas bien, j'ai la barre. Voilà, donc dans des cas comme ça, j'y vais pas. Sinon, je mets un point d'honneur à aller voir les clients pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est voir si tout va bien. Parce que si jamais ça va pas, je corrige. Ça peut m'arriver d'arriver à une table, ils voient qu'ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas d'eau, immédiatement, j'interviens, j'envoie les filles, et dans les secondes qui suivent, tu as ta carafe d'eau ou tu as ton pain. Voilà, déjà, rien que ça. Après, j'aime bien dire bonjour aux gens. Il y a beaucoup de gens que je connais. On l'a dit tout à l'heure, la Calédonie, c'est petit. Tout le monde se connaît. Je trouve que c'est bien d'aller voir les gens. T'as plein de gens, ils vont plus à la table des gourmets, ils vont manger chez Fab. Donc, en fait, en vrai, c'est une manière de saluer les gens. T'as beaucoup de clients habitués, des clients qui viennent historiquement depuis des années. Donc, c'est bien d'aller les voir, les remercier pour la fidélité. Ceux qu'on connaît pas encore, bienvenue. Vous êtes à la maison ici, prenez vos aises. Régalez-vous, passez un bon moment. Et c'est une manière de dire bonjour, merci, au revoir. Je trouve que c'est une marque de respect pour les clients. Est-ce que les clients sont plus sympas en Calédonie ou en France ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Pareil. Je faisais déjà ça, je ne l'ai pas fait en arrivant ici. Je le faisais déjà quand j'étais chef d'un restaurant à Strasbourg. Je le faisais déjà. Alors, je ne l'ai fait que quand j'étais chef, parce que c'est vrai que quand je suis employé, je restais derrière à bosser. Mais quand j'ai eu le poste de chef, j'allais en salle voir les clients, parce que ça, c'est dans ma nature. Je trouve ça bien, en fait.
Puis les clients, je trouve qu'ils sont sensibles à ça. Ils aiment bien voir le chef. Je pense qu'ils ont l'impression, et puis c'est pas qu'une impression, hein, ils ont le sentiment, voilà, c'est pas une impression, c'est un sentiment. Ils ont le sentiment d'être considérés, je pense. Et ben, je trouve ça important, cette considération, et ça perpétue aussi le truc, hein, cette petite ambiance presque familiale, en fait. Ouais, c'est... la première fois que je suis venu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et ça m'a surpris de te voir. Et ouais, la première chose que je me suis dit, c'est un peu ce sentiment de considération, pas forcément pour soi, mais plutôt faire en sorte faire attention que la cuisine soit bonne. Et c'est pas juste faire de la cuisine pour faire de la cuisine et faire un restaurant pour vendre des plats, mais vraiment faire attention que sa cuisine soit bonne et soit appréciée derrière. J'écoute ce que les gens me disent, tu vois. J'écoute ce que les gens me disent. Ils peuvent me dire que c'est bien, évidemment, quand on te fait un compliment, ça fait toujours, ça t'honore, t'es content. Je pense pas être quelqu'un qui prend le melon, mais par contre, c'est vrai que ça fait plaisir, on partage ça avec l'équipe, ah ben, ils sont contents, on a fait le job, la mission est accomplie, les clients sont contents. Par contre, s'il se passe n'importe quoi, je trouve ça bien aussi, parce que le client, ça lui permet de le dire. Tu vois, il y a un truc qui s'est mal passé, peu importe ce qui s'est mal passé, ou il y a n'importe quoi. Je peux donner un exemple con, c'est pas forcément un truc qui est pas bien. On a 2 distributeurs de savon dans les toilettes. Quand tu vas voir les gens, très bien, il y en a un qui peut te dire, ben, on vient de vider le truc. Tu vois, ça permet aux gens de donner une information. Ah ben tiens, le client vient de m'annoncer que le savon il est vide. Hop, tu envoies une fille, elle va le changer. Tout de suite, c'est fait immédiatement. Et ça permet d'avoir cet échange. Que si tu es à table, tu considères pas les gens, tu donnes pas cette attention. Ben, le client, il peut pas te le dire. Il peut pas te dire ce qu'il a envie de te dire. Que ce soit dans le bon ou que ce soit dans le moins bon. Il peut pas te verbaliser en fait un ressenti, une impression. Et puis je trouve que ça permet de pouvoir justement partager avec eux un petit moment. C'est cool. Est-ce qu'il y a une histoire avec un client énervé qui t'a marqué? Il y en a eu 3. Alors ça, c'est bien que tu me poses la question, parce que c'est vrai que quand on te dit que ce que tu as fait, c'est bien, en vrai, tu prends l'information, tu es content, mais c'est spontané en fait. Tu prends, tu es satisfait, moi je rentre chez moi, j'ai passé une bonne journée, j'ai fait mon travail, je pense que les clients sont satisfaits, je rentre chez moi, je suis satisfait. En vrai, le lendemain, on recommence et tu retiens pas ça, parce que en fait, c'est normal. Quand tu vas quelque part et que c'est bien, c'est normal. Tu t'as payé pour ça aussi. Donc en vrai, il n'y a pas à crâner d'avoir fait le boulot correctement, puisque c'est juste normal, la mission est accomplie. En revanche, quand tu as un client qui est vraiment mécontent, pour X raisons, lui, tu le retiens. Et moi, en vrai, il y en a 3 qui m'ont pris la tête en 17 ans ici. Le premier, il m'a saoulé parce qu'il m'a expliqué que la choucroute c'est de la choucroute en boîte et tout. Il a le droit de pas aimer. C'est la manière de le dire qui m'a marqué. Il avait une manière tellement irrespectueuse de me parler. Aujourd'hui, à l'époque, j'ai fait le canard parce que j'étais jeune, j'avais 35 ans, je venais d'acheter le resto, donc je fais le canard. Aujourd'hui, le même mec qui me parle de la même manière, je pense que je vais lui expliquer comment on fait pour aller dehors. Parce que je peux accepter que tu me dises les choses. Je peux accepter d'avoir fait une erreur, je peux accepter que tu n'aimes pas, tu as le droit de pas aimer. On sert tellement de clients à l'année qu'on ne peut pas dire que tout le monde trouve ça génial. Tu peux trouver très bien quelqu'un qui va te dire c'est un peu trop salé. Ça aussi, hein. On doit assaisonner juste. Imagine le nombre de clients qu'on sert. Allez, en moyenne, c'est 450-500 par semaine. On va dire 1800 clients par mois. Ben, à l'année, ça fait plus de 20 000 personnes. T'es d'accord avec ça? Ouais. C'est bien calculé. 20 000 personnes où tu dois pas te planter sur la cuisson et sur l'assaisonnement. C'est chaud, hein? Ben, je peux comprendre que tu en as l'un ou l'autre qui n'a pas apprécié pour X raisons. Même si la cuisine elle est bonne et qu'elle va plaire à 10, ben peut-être que le 11e, il va pas aimer. Ok, pas de problème. Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est toi qui n'aimes pas. Ou peut-être que juste c'est pas bon. Mais c'est la manière de dire les choses. Moi, tu me parles pas comme à ton chien. Je suis pas ton chien, et même au chien, tu parles pas comme ça. En fait, en vrai, tu parles correctement, tu argumentes comme tu veux, tu peux avoir une critique constructive, mais tu me démontes pas la gueule, tu me parles pas comme ça, en fait. Voilà, donc ça, c'était ce cas-là. Deuxième, c'était un client qui était bourré, qui a mal parlé aux filles. Donc là, j'ai dû faire intervenir la police, donc tu vois, ça, je m'en rappelle encore. Et le troisième, pareil, il avait pété un boulon parce qu'il est arrivé avec le passeport gourmand en été, et dans le passeport gourmand, c'était écrit qu'on faisait la choucroute, et il n'y a pas de choucroute. Et tu vois, ça m'a marqué, hein, parce que cette histoire-là, elle doit avoir au moins 12 ans, quoi. Mais il m'a tellement saoulé, en fait, le mec, parce que, effectivement, et ça, c'est une erreur qu'on a corrigée depuis,
On avait mis la choucroute royale, le cassoulet, mais c'est vrai que ça, c'est des plats qu'on sert pendant la saison fraîche. Le mec, il vient en été, il fait 40 à l'ombre, et puis il voulait une choucroute. Il m'a pris la tête parce qu'il n'y a pas de choucroute. Mais il m'a pris la tête pour de vrai, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, mais c'est écrit, machin. Et puis, à faire un cinéma sur la terrasse, s'il voit la vidéo, il va certainement s'en rappeler aussi. Lui, il fait partie des 3 qui m'a gavé pendant 17 ans. Heureusement, tous les autres clients qu'on a pu servir, ça se passe toujours bien, et même s'il y a un couac ou l'autre qui peut arriver de temps en temps, ça se passe bien parce que les gens, en grande majorité, sont quand même respectueux. J'ai pas de problème, en fait, avec des clients qui manquent de respect. Ouais. Puis je pense qu'ils me connaissent, ils savent que je suis pas très joueur. Question un petit peu liée à la Calédonie. Est-ce que tu penses que la cuisine a un rôle social? Ah, mais carrément. La cuisine, pas qu'en Calédonie, c'est fédérateur. Tu te retrouves autour d'une bonne table. Même avec des potes à qui tu t'entends pas, tu te retrouves autour d'une bonne table, tu partages un repas, et puis des fois, ça règle des conflits. Donc, peut-être que ça devrait servir à méditer à nos politiques locaux. Peut-être qu'ils devraient se mettre autour d'un bon banquet. Bon, j'imagine qu'ils le font, mais un bon banquet. En fait, c'est vrai que... ou même avec ta femme, hein, tu te prends la tête avec ta femme, tu lui fais un bon repas, tu lui fais un truc qu'elle aime. Mais ça va détendre l'atmosphère direct, hein. Bon, à moins que c'est vraiment un conflit compliqué. Mais sinon, en vrai, moi, si un jour on est fâché, tu m'invites à manger une bonne côte de bœuf, je suis plus fâché avec toi. Ça règle des soucis. Non, oui, c'est vraiment la cuisine, c'est important, bien sûr. Ouais. La délinquance, c'est un sujet qui est quand même très présent en Calédonie, surtout en ce moment, après les émeutes du 13 mai. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis énervé. Hein. Ouais. Je suis énervé, je suis en colère. La délinquance, alors la délinquance, c'est pas que calédonien, c'est partout, il y a cette délinquance. Et partout, ça m'énerve, en fait. Je suis quelqu'un qui a du respect. Je pourrais pas aller taguer quelque part. Parce que le mec, il a payé son mur, il a payé sa maison. Moi, je ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas eu qu'on te fasse. Moi, je vais pas chez les gens taguer. Je vais pas chez les autres casser. Je vais pas voler chez les autres. Pourquoi tu viens chez moi faire ça? Moi, j'ai déjà subi plusieurs cambriolages au restaurant. On m'a déjà... Une fois, j'ai eu un homejacking chez moi. On m'a piqué ma voiture. Elle a terminé en épave à Kouawa. L'année dernière, mon véhicule de société, il a terminé cramé à Satcar parce qu'elle était en carrosserie à Satcar. Elle a fini carbonisée. Je suis au moins à mon 5 ou 6e cambriolage ici. Alors, chaque fois, on casse à droite, après, on casse à gauche. Alors, en fait, en vrai, ils pourront toujours rentrer. On arrive à rentrer dans les chambres fortes des banques. Donc, un restaurant, on n'en est encore pas à mettre des sécurités comme dans les banques. Donc, en vrai, le mec qui casse, il rentre, quoi. Hein. Demain, il vient avec un bélier, il te défonce la porte. Enfin, en vrai, tu peux tout imaginer, quoi. Hein. Ça m'énerve, en fait. Ça m'agace. Au-delà du coût financier, chaque fois, tu as l'impression d'être violé, en fait. On vient, on rentre chez toi, là. Et ça m'agace au plus haut point. Ouais. Voilà. C'est cette délinquance gratuite, ces vols, ces exactions-là, ça me saoule. Et moi, quand on met ça sous le couvert de politique, mais si les mecs, ils ont un problème avec les politiques, pourquoi ils vont pas bloquer le Congrès et puis le gouvernement et la province, qu'ils aillent là-bas manifester? Voilà. Au lieu d'emmerder les gens qui bossent. Ouais. Ça t'a peut-être déjà un peu découragé, d'ailleurs? Ah oui. Moi, l'année dernière, après les émeutes, j'avais qu'une envie, c'était partir d'ici. Ouais. Parce que quand tu vois dans quel niveau on est arrivé de haine, de racisme, de destruction l'année dernière, moi je dis, mais moi j'ai pas envie de donner ça à mes enfants en fait. J'ai pas envie de les éduquer dans ces valeurs de racisme, j'ai pas envie de les éduquer dans des valeurs de haine. Aujourd'hui, le fossé, il est tellement profond. Je sais pas comment on va surmonter ça en fait. Et on est resté parce que j'ai des crédits sur la tête et puis qu'aujourd'hui, ça vaut plus rien. Tout ce qu'on a, ça vaut rien. Donc, je me dis, attends, c'est toute ma vie que j'ai mis là-dedans, là. Je suis arrivé avec mes 2 valises, j'ai construit ça, là. Et aujourd'hui, je vais tout abandonner. En fait, ça serait leur donner raison, en fait. Ils ont gagné. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va rester. Parce qu'en vrai, j'étais prêt à tout lâcher. Hein. Les crédits comme ça, tu laisses, tu prends un avion, tu t'arraches. Hein. Puis on verra après. Hein. Et il y en a qui l'ont fait, ça. Hein. Parce que t'as peur pour ta famille. Moi, j'avais pas peur pour moi. Je suis pas quelqu'un qui a peur. Donc, j'avais pas peur pour moi. Ouais, t'as pas l'air. Mais, hein? T'as pas l'air. Ah non, je suis pas quelqu'un qui a peur. Par contre, ce qui me fait peur, c'est pour mes enfants, en fait. C'est pas ce que j'ai envie, c'est pas la vie que j'ai envie de leur donner. Donc, oui, j'ai pensé à partir. Après, effectivement, là, on est resté, on a les crédits et on va espérer
qu'on arrive à trouver un accord. Mais les divergences politiques sont telles, et puis chacun tire son morceau et veut pas lâcher un petit bout là, que ça va être compliqué, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que s'il y en a aucun qui va faire un pas en avant et qui est prêt à lâcher du terrain, je vois pas comment ça peut terminer positivement, en fait. C'est quoi ton analyse de ça? Comment on est arrivé à des clivages aussi importants en Calédonie? Parce qu'en fait, on a un héritage. Alors moi, je suis pas calédonien, et ça va être difficile pour moi d'argumenter ce qui s'est passé avec les accords de Nouméa, mais de ce que j'en sais, ils ont refilé le bébé à la génération d'après. Et ça, pour moi, c'est un énorme acte de lâcheté. C'est-à-dire que, allez, on va signer un accord qui nous garantit que pendant 30 ans, on est tranquille. Et puis les autres, ils ont qu'à se démerder avec ça. Et moi, j'ai envie de dire un truc. Hein. Et pourquoi on fait pas pareil aujourd'hui? Non, mais à ce moment-là, on fait pareil. Allez, on se met tous d'accord, on signe un truc. Allez, pendant 30 ans, on est tranquille. Et puis, tu sais quoi, nos gosses, ils auront qu'à gérer ça après. Parce que les politiques de l'époque, il y a quand même la moitié qui n'est plus là aujourd'hui. Donc, ils ont refilé les bébés. Et puis, salut. Et puis, ils se sont garantis 30 ans de paix sociale. Sauf qu'au bout des 30 ans, il se passe quoi? Il se passe ce qu'on vit là. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on fait quoi? Donc, et je pense qu'il y a toute une génération de Mélanésiens qui ont été endoctrinés dans une forme de racisme et de haine. Aujourd'hui, c'est difficile de leur expliquer qu'en fait, on leur veut pas de mal. On est là pour leur apporter d'autres choses qu'ils n'ont pas, d'ailleurs. Parce qu'en vrai, si nous, on part tous, il va rester quoi ici? Alors, je dis pas qu'ils vont pas s'en sortir, hein. Ça risque d'être compliqué. Sans médecin, sans infirmière, sans pilote d'avion. Si tu enlèves tout, on enlève les grandes marques de supermarchés, tout ce qui fait vivre la Calédonie. Demain, on repasse comme au Sahel, quoi. On arrive dans un pays du tiers-monde. Je suis pas sûr qu'ils aient conscience de ça. Ils ont été tellement endoctrinés dans cette haine du blanc, comme quoi on leur vole leur richesse, on leur vole leur travail. Et il faut juste arrêter, quoi. Moi, je vole rien. Moi, par contre, depuis toutes ces années, j'embauche 7 familles mélanésiennes. J'en ai 7 ici. 100% Kanak. C'est une volonté de ta part, du coup Ah oui? Ouais, pourquoi? Parce que je travaille ici et que je me vois pas embaucher un oreilles. Alors après, je dis pas que ça sera toujours comme ça. Hein. En tout cas, depuis que je suis en Calédonie, c'est comme ça. Je n'ai embauché que des locaux. 100%. En salle, en cuisine. Que des gens d'ici, des gens des îles, des gens du Nord, qu'on forme. Ils savent pas travailler. Au départ, tous, hein, ils sont arrivés, soit ils étaient stagiaires d'école, soit on les a récupérés, c'était un gars de la famille, on les a récupérés, on les a formés. Moi, en cuisine, j'ai 0 cuisinier professionnel. Ils sont tous arrivés. Celle qui fait les desserts, c'est mon ancienne plongeuse. Ça aussi, c'est un message que j'ai envie de faire passer. La plongeuse, elle s'est tellement arrachée, elle a tellement bossé, que quand il y a un des cuisiniers qui est parti, plutôt que d'embaucher quelqu'un, la plongeuse, j'ai proposé d'aller en cuisine. Le travail, il est plus intéressant, elle a moins mal au dos, elle a fait la plonge et la lingerie pendant des années. Ok, on l'a fait évoluer, elle a un meilleur salaire, elle a des meilleures conditions de travail. Bon, voilà, ça, c'est comme ça que ça marche. Mais ça marche pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle s'est arrachée pour faire ça aussi. Ouais. Elle a bossé pour. Donc, elle a évolué. Tu penses que, beaucoup disent qu'on n'en fait pas assez pour la jeunesse en Calédonie. Tu penses que c'est vrai? Non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'attente, dans l'assistanat, dans l'attente de qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Mais toi, tu fais quoi pour les autres? Pour la jeunesse? Mais moi, je trouve qu'il y a plein de trucs pour la jeunesse. Il faut juste aller les chercher. Moi, aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils ont fait sur les baies, en termes de sport, rien qu'en sport, tu vas avec 3-4 potes, tu vas te faire tes sessions de sport, c'est gratos, quoi. Tu te fais du crossfit gratos, en fait. Alors, tu as ceux qui ont les moyens de se payer la salle, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a plein de trucs à disposition. Mais ils préfèrent les casser et les taguer. Combien tu vois de parcs d'enfants aujourd'hui qui sont cassés ou tagués? Alors, on fait rien pour les enfants. Mais au lieu de tout casser, tout taguer, peut-être qu'il faut profiter de ces installations. Je suis plutôt d'accord, je trouve qu'il y a beaucoup d'installations. Et puis il y a aussi beaucoup de bourses, etc. pour les études. Donc quelqu'un qui veut, avec une famille qui n'est pas forcément très aisée, peut s'en sortir aussi. Au lieu de se comporter comme une victime, comporte-toi comme quelqu'un qui a envie d'avancer. Il y a plein de gens des cités qui s'en sortent. Et ils ne sont pas tous avec des familles, papa médecin et puis maman infirmière. Hein. Tu as des gens qui viennent, le papa il est éboueur, la maman elle est femme de ménage, et le gosse il termine, il est chercheur ou médecin, mais parce que lui il s'est donné les moyens d'y arriver aussi. Et pourtant, c'est pas ses parents qui étaient aisés. Moi, mon père il est mécanicien.
Je pense que je gagne mieux ma vie aujourd'hui que mon père dans sa vie, quoi. Ben ouais, mais parce que je me suis donné les moyens d'y arriver. Je me suis pas considéré comme une victime. Et pourtant, j'en ai chié. Hein. C'est comme si j'avais fait les endroits où j'ai passé, c'était comparable à la Légion étrangère. Je regarde assez d'émissions de télé avec les commandos Uber et puis la Légion, j'adore ça. En fait, je me retrouve dans l'ambiance de ce que j'ai pu connaître dans les restaurants gastro. Et n'importe qui écoutera ce reportage, qui a vécu dans les cuisines des grands restos gastro, il comprendra très bien de quoi je veux parler. Tu serais pour ou contre le rétablissement du service militaire? 800% pour. T'as quand même beaucoup de gamins qui ont pu passer le permis de conduire, gratos. Beaucoup qui savaient ni lire ni écrire, qui ont appris à écrire. Apprendre à se comporter en communauté, c'est pas évident. Moi, j'ai fait 9 ans d'internat. Ben, ça a aussi forgé un caractère, parce que tu apprends à partager. Quand tu as 2 douches pour 40 mecs, ben, tu prends pas une douche de 2 heures. Sinon, en vrai, tu te fais astiquer quand tu sors. Pareil, hein, les toilettes, c'est pareil. 2 toilettes, 2 douches, 40 mecs. Ben, faut que tu gères. Hein. Tu prends pas un bouquin et tu passes une demi-heure au chiottes. Hein. Et en vrai, ben, le service militaire, c'était... Alors, effectivement, dans certains cas bien particuliers, c'était peut-être pas adapté. Pour le mec qui était en pleines études de médecine, par exemple, couper ça avec le service militaire ou quoi. Et encore, hein, il y avait des dérogations possibles. Mais pour tous les autres gamins, mais qu'est-ce que c'était bien. Quelle erreur d'avoir enlevé ça. Donc, bien sûr, moi, je signe tout de suite. Ouais. Non seulement pour le service militaire, mais pour les maisons de correction pour les gamins aussi, parce que tu me parlais de délinquance. Mais moi, je t'ouvrirais des maisons d'encadrement. Correction, c'est peut-être un peu un mot déplacé. Peut-être une maison d'encadrement, de formation, un peu dans l'esprit du RIMAP, où ces gamins-là sont encadrés par des militaires, peut-être, ou pas, ou des éducateurs spé, mais qui apprend à ces gamins qui sont perdus le respect, la vie en communauté, le travail, l'amour du travail. Parce que faut aimer faire ce qu'on fait. C'est sûr que tu subis le travail, t'as pas envie en fait, tu fais n'importe quoi. Mais quand tu aimes ce que tu fais, donc déjà, faut trouver ta voie. Est-ce que tu es plutôt fait pour être plombier ou tu es plutôt fait pour être coiffeur? Parce que avoir les mains dans le cambouis ou les mains propres, tout le monde n'est pas fait pour être intellectuel et tout le monde n'est pas fait pour être maçon. Donc déjà, faut trouver la voie qui plaît au gamin, l'encourager là-dedans et surtout lui donner l'amour du travail. Ouais. Et quelques coups de trick pour le remettre dans le chemin s'il y a besoin. Tu penses pour réussir, on doit forcément passer par un diplôme? Non, puisque chez moi, il n'y a pas de diplôme. Non, il n'y a pas besoin de diplôme, il y a besoin d'avoir de l'engagement, il y a besoin d'avoir de la volonté. Moi, je dis toujours que les gamins, je peux leur apprendre à travailler. Par contre, je ne peux pas leur donner l'envie. Si tu n'as pas envie, reste chez toi. Voilà. Moi, je peux juste te donner des clés pour réussir, pour apprendre un métier. Ça, on sait faire. Donc, diplôme, c'est sûr que quand tu l'as, c'est bien parce que tu as suivi un cursus scolaire où tu as appris autre chose. Parce que pour rester dans mon métier, tu as la cuisine, la pratique pro, mais tu as aussi toute la partie technique. On apprend pourquoi quand tu cuisines un légume vert, il va rester vert après la cuisson, parce qu'il y a un choc thermique qui s'est passé pour tenir la chlorophylle, tu vois. Donc, il y a des choses qui s'apprennent en technologie que tu n'apprends pas en pratique. Moi, les gens ici qui travaillent avec moi en cuisine, ils connaissent pas toute cette partie théorique et technologique de la cuisine, parce que tu as beaucoup de physique-chimie. On a un prof de physique-chimie, tu as énormément de physique-chimie en cuisine. Mais cette partie-là, tu l'apprendras jamais sur le terrain, à moins que le mec il soit passionné et qu'on lui donne des cours. Mais donc, en fait, en 2 ans ou 4 ans de formation scolaire professionnelle, tu vas apprendre en fait toute cette partie back-office de cuisine qui donne en fait des bases aussi. Hein, c'est bien de les avoir. Hein. Mais si tu les as pas, tu es capable quand même de travailler pour un peu que tu as envie et que tu es motivé. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas. Du coup, toi, tu as commencé sans avoir forcément une famille aisée, avec de l'argent pour monter un restaurant. Tu as réussi à faire sans ça? Mes parents m'ont pas acheté une fourchette ici. Ils m'ont pas acheté une cuillère. En fait, j'ai tout acheté à la sueur du front. Grâce au départ à la banque qui m'a financé le fonds de commerce. Donc j'avais une base. Tous les mois, je remboursais mon fonds de commerce et j'ai toujours payé mes charges. Et après, c'est au fur et à mesure, tu acquéris avec ton chiffre d'affaires, tu mets un peu de côté, hop, tu mets un peu de trésor. Quand on a un peu, tiens, je vais changer les verres, tiens, on va changer les nappes, tiens, on va changer les sets de table, on change les tables. Voilà, on rénove, on entretient. Et ça, tu le fais de petit à petit. Alors, t'en as qui ont les moyens, dès le départ, de faire des trucs magnifiques. Moi, je suis pas passé par ça. Moi, je suis passé par
Au départ, on a laissé comme c'était pendant 1 ou 2 ans, et puis au bout d'1 ou 2 ans, hop, on fait le carrelage, puis après on fait ça, après on fait ça, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Mais j'ai pas envie de dire que c'est une chance. Je suis pas sûr que c'est une chance, en fait. Je voulais dire de tout faire d'un coup, parce que l'évolution comme ça, progressive, ça te permet d'apprécier aussi ce que tu as. Quelle est ta plus grande fierté? Professionnellement, évidemment, c'est mon restaurant. Et après, humainement, c'est ma famille, mes enfants, ma femme, mes enfants, ce que j'ai réussi à construire avec mes amis, le réseau que j'ai. J'ai une belle vie en Calédonie parce que les gens qui m'entourent, tu ressens qu'il y a de l'amitié et de l'amour. Et ça, j'en suis fier, c'est bien, je suis content. Ouais. C'est pas une vie riche au sens propre du terme. Je suis pas un nanti, mais par contre, je suis heureux parce que je suis content de ce que j'ai. Si ta vie était un plat, ce serait lequel? Quelque chose, il y a beaucoup de mélanges. Une bonne choucroute alsacienne, j'adore ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais manger ce midi, tiens. Une bonne choucroute. Ouais, pour le mélange. Parce que c'est le plat qu'on partage. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le plat que tu poses au milieu de la table et que tu partages avec les gens que t'aimes. Donc, une bonne choucroute. Quelle est ton expression locale préférée? Ben, l'enculé. Quel est le souvenir qui t'a le plus marqué, une anecdote qui t'a... Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était mon passage à Matignon. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas une anecdote, mais je pense que c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Ça a été tellement dur. Je sais même pas comment je pourrais expliquer ça pour qu'on puisse assimiler comment c'était difficile, en fait. Je parlais tout à l'heure, traverser la France au milieu de la nuit. J'habitais à 30 km de la gare, donc il fallait faire 30 km de bagnole. On dormait pas de la nuit, on arrivait le matin, on était rincés. On a bossé, je bossais comme un débile là-bas. Et la cuisine de Matignon a été divisée en 4 parties. Tu avais la partie Premier ministre, où tu avais tous les repas qui étaient soit pour lui seul, mais évidemment, il mangeait rarement seul. Tu avais la partie hauts fonctionnaires de l'État, tous les gens qui l'entourent et qui partagent un repas. Tu avais la partie garden party, cocktail, pâtisserie, où ils préparaient, en fait, il y avait énormément de cocktails dînatoires, des choses comme ça, qu'il fallait préparer. Et puis, la dernière partie, c'était la plonge. Et en vrai, tu étais au mérite là-bas. Tu étais au mérite. Ouais, si, finalement, ça fait une anecdote. C'était au mérite, c'est-à-dire que tu tournais pas dans une rotation, tiens, toi, cette semaine, tu es là, la semaine prochaine, tu es là. Ça marchait pas comme ça. C'est-à-dire que si tu bossais quand tu étais un fou et que tu bossais comme un débile, tu étais au Premier ministre, on t'envoyait là-bas. T'imagines bien qu'ils n'allaient pas mettre les bras cassés à préparer le repas du Premier ministre. Ouais. Quand tu bossais bien, mais pas suffisamment, mais tu bossais bien quand même, hein, tu étais à tous les hauts fonctionnaires de l'État. Après, quand tu étais un mec normal, tu allais ce qui était déjà des caïds de la cuisine, parce que tu imagines bien qu'à Matignon, ils ne faisaient pas venir les manchots et les bras cassés. Donc sinon, tu te retrouvais en pâtisserie, et quand tu faisais n'importe quelle connerie, tu allais à la plonge. Et je peux te promettre que tu n'as pas envie d'être à la plonge. Quand tu as 35 mecs qui te ramènent la vaisselle en permanence toute la journée, je te jure que tu n'as pas envie d'y aller. Dans toute la cuisine, il y avait des cuivres qui étaient accrochés en haut de la cuisine, là, en haut des murs, en bas du plafond. Tous les jours, ces cuivres, il fallait les décrocher, les passer au blanc d'Espagne. Donc ça, c'était de la farine, du gros sel, du jus de citron et du blanc d'œuf. Et tous les jours, tu prends la paille de fer et puis tu vas frotter ça. Je t'explique pas quand tu as une petite coupure, hein, l'effet que ça fait, le sel et le citron. Ouais. Mais là, tu apprends à serrer les dents. Je peux te promettre que tu apprends à ne pas avoir mal. Et en fait, en vrai, moi, j'ai passé, et ça, c'est sans prétention, hein, mais c'est une réalité par contre, j'ai passé quasiment l'intégralité de mon service militaire au service Premier ministre. Et c'est comme ça que j'ai pu partir aussi au service privé à Versailles. Où je me suis trouvé à bosser pour Sylviane et Lionel Jospin en service privé pendant une quinzaine de jours, à la période même où Lady Di est décédée. Ça, c'est un événement qui m'a marqué parce que c'est Madame Jospin qui est venue me le dire dans la cuisine parce que j'étais seul en cuisine. En vrai, quand tu es au service privé, il y a toi et un en salle. Et donc, on était là à s'occuper d'eux parce que nos chefs et tout, ils étaient à Matignon. Donc, ils envoyaient, ils détachaient un des gars. Alors, évidemment, il fallait s'arracher hein, pour être l'élu. Mais voilà, quand tu pars là-bas, tu en sors, t'es fier. Ouais, je t'ai pas demandé pourquoi tu faisais beaucoup de déplacements comme ça pendant ton service militaire. Alors, j'ai pu bosser pour Madame Pompidou, je t'avais pas parlé de ça. Ouais. Pourquoi j'en ai fait? Parce que il y a des repas qui sont payés par l'État. Madame Pompidou a un certain nombre de repas qui sont payés par l'État à vie. Parce que c'est l'ancienne première dame de France. Et donc, elle a droit, même aujourd'hui encore,
à des repas payés par l'État. C'est des repas de représentation de la France. Donc, imagine bien que c'est pas pour inviter son cousin et puis son petit frère. Mais c'est des repas de représentation où, ce jour-là, je me rappelle qu'il y avait le président de TF1, il y avait des hautes personnalités. Et donc, c'est l'État français qui finance ça. Ça fait partie de ces fameux avantages que le nouveau Premier ministre, il veut supprimer. Ouais. Les avantages à vie. Il n'aurait pas tort. Parce que je pense qu'elle a les moyens de se payer une bouffe, même si c'est pour représenter l'État. Mais bon, bref. En tout cas, tu avais des endroits comme le château de Champs-sur-Marne, quand j'ai travaillé là-bas, pareil. Tu es envoyé par Matignon parce qu'il y a un repas avec le Premier ministre. Alors, je ne me rappelle pas qui étaient les invités à l'époque. C'est un truc qui remonte à plus de 30 ans. Mais en vrai, c'est Matignon qui fait ses repas détachés de Matignon. Donc, ça se passe là-bas. Donc, on envoie l'équipe par... Donc, tu as tous ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui préparent les gardiens de partie, tout ça. Hop, tout ça, on charge dans les véhicules frigo et on va là où on doit aller. Et après, quand on ne travaillait pas, parce qu'on avait des jours de repos, mais moi, j'ai fait beaucoup d'extras. C'est-à-dire qu'on avait un réseau qui avait été fait par Matignon et un traiteur qui était Potel-les-Chabots. Et donc, ils nous envoyaient faire des extras. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans les bateaux parisiens ou dans d'autres choses. Pareil, dans des soirées un peu prestigieuses où on envoyait le personnel de Matignon bosser pour ce traiteur. Et on était payé parce qu'à l'époque, je gagnais 500 francs français. Ma solde du mois pour le premier régiment du train et 500 francs français parce que j'avais double solde comme j'étais détaché au ministère. Je gagnais 1000 francs français par mois. En gros, ça fait 20 000 balles. Si je raconte pas de conneries de conversion, je crois que c'est 20 000 balles. Je t'invite à prendre 20 000 balles et puis tu tiens le mois avec ça. Ouais. Donc en vrai, alors je payais pas le train parce que c'est vrai que quand on était en service militaire, le train était gratuit. Là-bas, j'étais logé et nourri. Donc, j'avais 20 000 balles. Ouais, mais moi, j'avais une vie quand même à côté. Et donc, pour pouvoir ramener de l'argent à la maison, faire des pièces, je bossais. Et j'ai toujours bossé comme ça en extra, que ce soit à l'armée ou pas. J'ai toujours bossé mes jours de repos pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour avoir une vie un peu meilleure. Et donc, je faisais énormément d'extra. Dès que j'avais un jour de repos, j'allais bosser. Dès qu'il fallait partir, qui c'est qui est disponible? Moi, je me levais la main. Ah vas-y. Et tu gagnais un peu de sous. Et puis, quand tu rentrais, tu avais le moyen... Au lieu d'avoir envie du t-shirt de l'autre, j'allais m'acheter le t-shirt, tu vois. Ça rejoint l'exemple que je te disais tout à l'heure. Là, au lieu de jalouser ce que peut avoir l'autre, donne-toi les moyens d'avoir ce qu'il a. Ouais. Moi, j'ai envie d'avoir un beau t-shirt, je vais me donner les moyens de m'acheter un beau t-shirt. Pour un jeune Calédonien, justement, est-ce que tu penses que l'hôtellerie, c'est une bonne voie? Tu parlais du site internet l'hôtellerie sur lequel ça peut leur permettre de voyager. Tu penses que c'est une bonne voie, là, l'hôtellerie, la restauration? Alors, la restauration, on retrouve essentiellement deux types de personnes. Ceux qui ont choisi de le faire, parce que c'est leur passion, ils aiment ça, comme moi. Moi, je suis passionné, j'aime cuisiner, j'aime faire plaisir. Et tu as ceux qui n'ont pas le choix. Parce qu'il faut travailler, puis ils font ce métier comme ils pourraient faire maçon ou électricien. On retrouve énormément de déchets après le cursus scolaire. Après les écoles de théâtre. Quand je parle déchets, c'est pas péjoratif. Hein. C'est du déchet, c'est pas on prend le mec, on le met à la poubelle. C'est pas ça que je veux dire. C'est du déchet pour le métier parce qu'en fait, on les a perdus. Ces gens qu'on perd, ils veulent pas faire ce métier en fait parce que c'est un métier qui est difficile. On travaille debout toute la journée, dans des amplitudes thermiques assez extrêmes. Un coup, il fait 50 degrés au chaud, après tu vas dans le congèle, il fait -20. Tu portes des gamelles qui sont lourdes, c'est physique. C'est pas un métier qui est très bien payé quand tu démarres, ça c'est une réalité aussi. Et c'est pas qu'on veut pas payer plus les employés. Moi j'aimerais bien mettre tout le monde à 400 000 balles. Je vais chercher où l'argent? Parce que une fois que tu as payé tous nos fournisseurs, toutes nos charges et tous les crédits et les salaires, mais en fait en vrai il reste quasiment rien. Donc c'est un métier qui n'est pas forcément bandant pour plein de raisons. Tu travailles le soir, tu travailles en coupure, le matin, tu reviens le soir, tu travailles le week-end, tu travailles les jours fériés, à Noël, à Nouvel An, parce que les gens, quand ils sortent à Nouvel An pour aller passer une petite soirée sympa en famille ou avec les potes, quand ils profitent, nous, dans la restauration, on travaille en fait. Bah oui. Donc, c'est un métier qui, pour plein de raisons, ne fait pas rêver les jeunes. Parce que c'est sûr que c'est difficile et il y a une marche à monter. Et cette marche, elle peut être longue et laborieuse. Une fois que tu as monté cette marche, que tu commences à arriver sous-chef, chef ou responsable de salle, ça commence à être plus cool. Tu as un meilleur salaire,
tu as des meilleures conditions de travail. Ouais, mais pour arriver à ça, ben, y a quelques sacrifices à faire d'abord. Et tu as une période plus ou moins longue de pas noir. Moi, ça a été long. Hein. Parce qu'entre le moment où j'ai commencé en 92 et le moment où j'ai acheté le restaurant en 2009, ben, il s'en est passé du temps où c'était compliqué. Hein. C'était dur, c'est difficile, il fallait mettre la tête dans le guidon. Mais pour les jeunes Calédoniens, c'est un super métier qui peut non seulement te permettre d'avoir une vie, je ne vais pas dire aisée, parce que c'est pas le mot, mais qui peut te permettre à l'aboutissement d'avoir une vie normale, certes de travail, mais qui peut aussi te permettre de partir. Alphonse Cochet, c'est un bon exemple. Petit mec là, de Marais, là. Il est parti, il a fait la métropole, Dubaï, je ne connais pas tout son cursus, mais je sais qu'il vient de Marais et qu'il a pu quand même voyager à travers le monde. Donc c'est un métier, pour un peu que le mec il est câblé, qu'il est motivé, ben, ça peut lui ouvrir des portes, il peut se barrer d'ici, vivre une expérience internationale, ça n'empêche pas de revenir. Mais ça lui permet d'apprendre autre chose, de voir autre chose. Parce que c'est pas qu'on n'aime pas les bami, les sushis et les sashimi d'ici, mais là, en vrai, il apprendrait plein de choses ailleurs. Et quand il revient ici, s'ouvrir son petit resto, moi, je suis un peu navré de ne pas voir de restaurant typiquement local à Nouméa. Moi, si j'ai envie de manger un plat avec des pintadines, un plat avec des grisettes, je sais pas, des plats bien locaux, un bougna, marmite, tiens, pourquoi pas. Mais en vrai, je vais où? Il n'y a pas. Alors si, peut-être, en tribu, là-bas, fin fond, il faut partir. Mais à Nouméa, c'est dommage qu'il n'y ait pas un restaurant typiquement local, tu vois. Ouais, c'est clair. Eh bien, il faudrait peut-être que les jeunes, aujourd'hui, plutôt qu'être dans la délinquance, ils aillent plutôt se dire, et si je travaillais, si j'offrais une bonne vie à ma famille, et si j'allais apprendre un métier, et après, ouvrir mon resto, même un petit snack, tu vois. Moi, je vois bien un truc, là, à Nouville, ou truc, avec la mer à côté, tu manges un petit bougna sympa. En vrai, il n'y a pas. Ah si, à table des gourmets, parce que moi, j'en fais du bougna. Ben, je le fais, voilà. À table des gourmets, je propose le bougna marmite, défait, parce qu'on met les légumes locaux d'un côté, et puis le poisson par-dessus l'autre, on ne sert pas une marmite. Mais en vrai, si tu veux manger un bougna marmite, tu es obligé de venir chez moi, le Petits Oreilles. C'est un peu paradoxal, quoi, tu vois. Ouais. C'est moi, le blanc-blanc, qui fait le bougna. Tu as écrit plusieurs lettres à Manu. C'est une lettre que tu postes sur les réseaux sociaux qui est destinée au président, donc Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe? Les fameuses lettres à Manu. Ouais. Ça a commencé, ça, parce que quand il y a eu les exactions, là, quand il y a eu les émeutes, il y a tellement de noms pour qualifier ce qui s'est passé, on s'est retrouvés bloqués chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Les informations, elles étaient diffusées sur les réseaux sociaux, donc on voyait un peu ce qui se passait. Ça faisait peur. On s'est dit, là, qu'est-ce qui se passe si ça arrive chez nous? Parce qu'on voit ce qui se passe chez les autres. Quand tu vois les maisons qui crament, pas très loin de chez toi. Hein. Moi, je suis sur le bout de la rue de Papette. Alors, quand tu vois les Pio, la Caméré, tout ça qui crame à Nimbaud, quand tu entends tout ce qui se passe, tu dis, oulala, le plexus qui s'est retrouvé, tout le complexe du plexus, il y avait Monsieur Bricolage, Foirefouille, Socaport, tout ça, carbonisé. Mais ça, c'est à 500 mètres de chez moi. Je dis, ah ouais, oulala. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en vrai, je me suis retrouvé rapidement mélangé à des voisins que je connaissais même pas. Alors ça, c'est bien le seul point positif de tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu rencontrer nos voisins, les gens du quartier, et ça nous a vachement rassemblés. C'est vraiment le seul truc positif que je retirerais de tout ça. Parce que du coup, on s'est retrouvés avec des Kanaks, des Wallisiens, des Tahitiens, des Calédoniens, des bons zozos comme moi. Eh bien, on s'est retrouvés tous ensemble. Alors, quand on a qui pète tout, nous, on était là, en fait. Ouais, tous ensemble, en train de, entre guillemets, protéger vos maisons. Mais en fait, on ne savait pas quoi faire. Et heureusement, on n'a rien eu à faire. Parce que forcément, tu t'armes. Ouais. En Calédonie, il y a beaucoup de gens qui ont des armes. Donc, on part avec. Mais on en fait quoi? On s'en sert ou on s'en sert pas? Parce que, comment dire? Quand tu sors ton arme, c'est pas pour décorer. Donc, tu la sors, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux être amené à avoir besoin de t'en servir. Mais nous, on n'avait pas envie de s'en servir.
J'ai pas envie de passer le reste de ma vie en tôle parce que j'ai claqué un mec. J'ai pas envie de ça, en fait. Mais par contre, j'ai pas envie non plus que tu viennes brûler ma maison. Voilà comment ça a démarré la lettre à Manu. Lui, je sais qu'il venait en Calédonie. Je lui ai écrit une lettre en disant « Hey Manu, descends ton hélicoptère, là. » Parce qu'en vrai, survoler Nouméa d'en haut, regarder ce qui se passe en bas, et nous, les petites gens, on est là-bas, oh, mais descends avec ton hélicoptère et viens manger la soupe. Ah oui, parce que j'ai fait la soupe, ça a commencé comme ça. En fait, quand je me suis retrouvé à fermer le resto, ben, j'avais beaucoup de légumes. Et les magasins, tous fermés. Donc j'avais des légumes, j'avais du pain, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais partager avec le quartier. Donc voilà, avec les Kanaks, les Wallisiens, les Tahitiens, les Calédoniens, les Oreilles, tout ce petit melting pot de gens qu'on retrouve sur le fond de la rue de Papette, là, ben, le soir, je faisais une soupe. Et tous les soirs, pendant des jours, ben, on avait monté un petit barnum, là, avec une table, des bancs, des chaises, tu viens quand tu peux, quand tu as envie. On se retrouvait là pour surveiller nos maisons. Partager une soupe. Et partager un moment ensemble. Et cette soupe, en fait, a été très communautaire. Et j'ai dit à Manu, descends de ton hélicoptère. Viens manger la soupe avec nous, et puis comme ça, on va pouvoir discuter. Ensemble, nous. Parce que toi, tu discutes avec les politiques, mais les politiques, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ça fait des années qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais nous, on va te montrer ce que c'est le destin commun, puisqu'on est tous assis autour de la table. On parlait tout à l'heure de ce repas qu'on partage. Nous, on partage la soupe ensemble. Pourquoi tu ne viendrais pas la manger avec nous? Et ça a commencé comme ça. Et donc, je lui raconte, et puis moi, je suis quelqu'un d'énervé, en fait. Je suis énervé pour toutes ces raisons, pour toutes ces destructions. Ça m'énerve, en fait. Ce fanatisme, il m'agace. J'ai horreur de ça. Moi, j'aime bien, on a un problème, on discute. Pourquoi tu as besoin de tout casser, en fait? Quand tu casses tout, quand tu es violent, quand tu insultes, c'est que tu n'as plus d'arguments, tu n'as plus rien, en fait. Tu es au bout de ta vie et tu es obligé de marquer ta dominance par la force, en fait, par taper, détruire, insulter. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien comme argument, en fait. Ouais. Après, certains vont te dire que c'est le passage en force de l'État, donc c'est une violence de l'État. Et nous, on y est pourquoi? C'est notre faute. Moi, je suis Oreilles, fier de l'être. Je suis ici en Calédonie parce que c'était mon choix d'être ici. Si tu m'avais dit que ce fameux dégel, il aurait emmené ça, je t'aurais dit, ben laisse geler. Hein. En vrai, j'ai jamais eu besoin de voter depuis que je suis ici, localement. Enfin, j'ai jamais eu besoin. On m'a jamais donné l'opportunité de pouvoir aller voter. En 20 ans, si pendant les 20 prochaines années, je vote toujours pas, c'est pas grave. J'ai les boules. Hein. Je préfère avoir le droit de voter. Mais si tu me donnes pas le droit de voter, si ça aurait pu éviter tout ça. Et tu sais quoi, ton dégel, garde-le. Enfin, ton gel, plutôt. Garde ton gel, garde ça gelé, autant que tu veux. Je m'en fous, en fait. Moi, ma vie d'avant, elle me plaisait bien. J'avais mes petits magasins, je rentrais chez moi, je pouvais m'arrêter à mon petit carrefour, faire mes petites courses, je pouvais aller à la Farfouille chercher mes conneries, je pouvais aller au coiffeur, au Plexus, je pouvais tout faire. Attends, en plus, j'ai besoin d'un coiffeur, moi. Non, mais en vrai, j'avais tout qui était là. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Comme magasin de proximité, je veux dire. Tout ça pour une histoire de gel des élections. Eh, mais garde-le, ton gel. Moi, j'ai rien demandé, en fait. Et comme les 90% des Calédoniens, on n'a rien demandé. C'est sûr qu'on se serait battu pour l'avoir. Mais on se serait battu dans les urnes. Et si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Ouais. Tu penses que c'était liquidé, que la population est manipulée, entre guillemets, pour être clivée, peut-être par les politiques? Ah, mais carrément. Mais forcément. Et c'est ce qui amène la situation où on en est aujourd'hui. Je te parlais de la fracture qu'il y a entre les Kanaks et puis les loyalistes. Mais notre quotidien, c'est pas ça. Moi, mon quotidien, moi, je suis les Oreilles, je travaille avec des Kanaks, ça, c'est mon quotidien. Mon quotidien, en fait, c'est de travailler, d'être mélangé. Je suis plus avec les Kanaks aujourd'hui qu'avec ma famille, avec ma femme. Je bosse avec eux. Donc, ce clivage, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la politique, c'est ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ça m'emmerde, en fait. Moi, je vais quasiment plus sur Facebook. Parce qu'en fait, ça m'insupporte. Quand je vois les insultes qui profusent, et puis c'est de la surenchère. Toi, tu vas me traiter d'enculé, moi, je vais te traiter de bâtard, et puis ça s'arrête pas, en fait. Ça s'arrête pas. Et chaque fois, ça va être à celui qui va le plus insulter l'autre. Et mais c'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu as besoin d'être comme ça? Ouais. On partage le même bout de terre. Hein. Et moi, les histoires de ce qui s'est passé avec les missionnaires, avec la colonisation, nous, on n'y est pour rien. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'ils viennent coloniser ici. Je suis arrivé en Calédonie, je t'ai dit tout à l'heure, je ne savais même pas où c'était. Après, quand je suis arrivé ici,
ben, je me suis adapté. Alors, j'ai eu du mal au début, hein, parce que c'était particulier quand même par rapport à là où je venais. T'arrives, tes oreilles, on te le fait bien sentir. Hein. Alors ça, pas de problème. Hein. Et que ce soit les Calédoniens pure souche, ou que ce soit les Kanaks, d'ailleurs peut-être même plus les Calédoniens, hein. On te fait bien sentir que tes oreilles. Hein. Mais je comprends pourquoi aussi, hein, parce que c'est vrai que tu as les oreilles qui arrivent, j'ai tout vu, tout fait, puis je vais vous montrer. C'est un peu ça. C'est l'image dans... Plus comment il s'appelle, là, celui qui se foutait de la gueule des oreilles, là, avec ses chansons, là. Mais c'est complètement ça. Avec le Zozo qui arrive, qui... en 3 ans qu'il est là, il va tout révolutionner. Et je peux comprendre que ça a braqué des Calédoniens. Et aujourd'hui, ils se sont protégés, si tu veux, de ces métropolitains qui arrivent. M'as-tu vu, j'ai tout vu, tout fait. Je peux le comprendre aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, on te met à l'aise direct, quoi. Ouais. Mais après, quand tu t'acclimates, quand tu t'intègres, quand tu rentres dans le truc, et quand tu prouves aussi ta valeur, et que t'es pas non plus qu'un pauvre naze de oreilles qui vient pour révolutionner la Calédonie, bah, t'es accepté, j'ai envie de te dire, toutes les portes sont ouvertes, on t'emmène à la pêche, on t'emmène à la chasse, tu partages plein de choses sur des propriétés. Voilà, mais il faut arriver aussi avec humilité dans la Calédonie, quoi. Et aujourd'hui, les Kanaks, comme je l'ai dit, nous, on bosse avec. Notre quotidien, c'est ça. Ouais. Donc, en vrai, les clivages, c'est les politiques qui les font. C'est eux qui font la fracture, en fait. Et qui n'arrivent pas, en fait, à s'accorder, à trouver un accord. Depuis des décennies. Et forcément, ben, ces fractures-là politiques créent de la haine. Parce que, ben, du coup, on n'aime pas l'autre, mais tu n'aimes pas pourquoi, en fait. Vous savez, quand on saigne, c'est rouge, hein, des deux côtés. Hein. Si tu avais aujourd'hui Emmanuel Macron devant toi et que tu avais un message à lui faire passer, ce serait quoi? Est-ce que tu aimes bien ma soupe? Si j'avais un message à lui faire passer qui résolve le problème de la Calédonie, ce serait vraiment bien. Parce que, en fait, en vrai, aujourd'hui, déjà, beaucoup de choses sont détruites. Pour reconstruire, il faut avoir confiance. Aujourd'hui, personne n'a confiance. Aujourd'hui, mon restaurant ne vaut plus rien. Moi, si un jour je veux vendre, je suis plus près de la retraite que du début de carrière. Mais je vais vendre à qui? Qui c'est qui va venir ici investir? Donc, si un message à faire passer à Emmanuel Macron, ben, pour redonner confiance aux investisseurs et aux métropolitains pour venir s'installer ici, pour refaire démarrer l'économie, ben, il faut absolument qu'ils trouvent une solution politique. Et pas dans 40 ans. Maintenant. Ouais. Tu penses que c'est lui qui peut trouver une solution et ça doit pas venir d'ici, de la Calédonie, cette solution? Est-ce que ici, ils sont capables d'y arriver? Ils ont fait un truc au Sheraton à Deva, ils y sont pas arrivés. Ils sont partis à Bougival, ils y sont pas arrivés. Après, ils peuvent faire tous les hôtels, hein. Mais en vrai, est-ce qu'un jour, ils vont y arriver? Le problème, c'est qu'ils sont de tous bords un peu trop fanatisés dans leurs idées. À un moment donné, il faut vraiment aller dans le compromis. De toute façon, il faudra lâcher du terrain. Alors, c'est soit on va se taper sur la gueule, et ça va finir en guerre civile, soit, il y a un moment donné, il faut lâcher du terrain. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je te donne? Ok, bon, ben, tu prends ça, je prends ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se mette d'accord. Mais si on reste, les indépendantistes, ils restent bornés sur une indépendance pure et dure, et que les loyalistes, ils restent ancrés sur non, on va rien vous donner, ben, ça pourra jamais fonctionner. Donc à un moment donné, il va bien falloir que chacun lâche un peu de mou pour que, en fin de compte, le peuple calédonien, tout est dit confondu, on arrive quand même à se mettre ensemble, à vivre ensemble, et ce fameux destin commun un peu utopique, là, que ça devienne un peu une réalité. Tu as eu beaucoup d'engagement associatif aussi? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? En Calédonie, j'ai fait des choses à des moments donnés, par feeling. Je dis toujours, quand tu es marié, tu vas comprendre où je veux en venir. Quand tu es marié, propriétaire et parent, c'est compliqué. Parce que quand tu es parent, tu t'occupes de tes gosses, quand tu es propriétaire, tu t'occupes de ta maison, et quand tu es patron, ben, tu t'occupes de ta boîte. Et quand tu es tout en même temps, ben, tu n'as plus beaucoup de temps à diluer en fait, dans les associations. C'est pour ça que beaucoup d'associations, c'est des retraités ou des gens qui ont du temps. À une époque, quand je me suis séparé de ma femme, qu'elle est partie avec mes enfants, et que j'étais employé et locataire d'un appartement, j'ai eu un peu de temps, même beaucoup de temps. Et du coup, tu te retrouves, quand tu ne travailles pas, avec
du temps de libre. Et comme moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien glander, je sais pas faire, glander. Malheureusement, hein. Ma femme me le reproche assez, hein, que je devrais des fois apprendre à glander avec un livre, mais je sais pas faire. Et donc, du coup, je m'occupe. Et j'ai démarré le Forum des motards en 2007. En 2007, Facebook n'était pas encore installé en Calédonie comme aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'était déjà là. Ça a dû arriver peut-être un petit peu après, 1 an ou 2 après, où ça s'est vraiment installé et démocratisé. En tout cas, ça n'existait pas et il n'y avait pas de lien virtuel entre motards en Calédonie. Et moi, je faisais partie d'un forum, parce qu'à l'époque, c'était la grande période des forums et des blogs. J'avais commencé avec un blog, mais c'est vite rasant, en fait, parce que tu racontes ta vie, mais en vrai, tout le monde s'en fout de ta vie. Enfin, moi, même si je t'aime bien, je vais venir voir 1 fois, 2 fois ce que tu as fait, parce que c'est chouette. Admettons, t'es voileux, tu fais un tour en voile et tu partages ça sur le blog et tout, je vais aller voir parce que ça m'intéresse. Mais je vais pas aller voir ça toute l'année, toute ma vie. Donc, c'est vite rasant. Un forum, c'était bien. Un forum, c'était bien parce que, en vrai, tout le monde peut partager. C'est pas un blog personnel. Un forum, c'est un forum de discussion où tout le monde peut animer, amener un sujet intéressant, échanger, donner des rendez-vous, partager des photos. Et donc, du coup, ce forum, il a rapidement pris une ampleur démesurée. On faisait des sorties moto à cette époque-là. On se retrouvait sur la plage de Poé, 200, 300, 400 motards. Moi, j'ai fait des sorties incroyables en Calédonie avec des motards qui avant roulaient seuls et ça a été un réseau fédérateur où on a pu se mettre ensemble, toutes marques de moto confondues, tu vois, c'est un peu comme avec les humains où on mélange les humains. Ben là, pareil, on mélange tout ce type de motards, aussi bien un mec en sportive qu'un biker qui roule sur une grosse Harley, qu'un jeune, un moins jeune, un riche, un moins riche. C'est pas évident, hein, parce que dans le milieu motard, ben, t'as de tout. Hein. T'as le patron, chef d'entreprise, comme t'as un ouvrier, t'as un mec qui a une bécane qui vaut 2 boules, que t'en as un, il a une petite moto à 300 000. Et voilà, et on arrive à se retrouver, se rassembler, passer des super moments ensemble. Et ça fait pareil, ça fait un super réseau de gens qu'on apprend à connaître différemment. Au bout d'une bonne grosse dizaine d'années, j'ai lâché le bébé parce que ben, j'avais plus le temps à cause de mon restaurant. J'avais plus le temps de m'occuper de ce forum des motards comme je m'en suis occupé pendant des années. Mais ça a été génial. En même temps que j'ai fait le forum des motards, j'ai créé la table des chefs en Calédonie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu allais au marché, toi, t'es chef de cuisine, ça se voit tout de suite parce que tu te promènes. C'est rare que pour la maison, tu achètes des cajots de tomates et de salades. Ouais. Donc, quand tu vois un mec qui se pointe avec ça, ben, tu te doutes bien qu'il doit être dans la restauration. Et ben, ah, salut, ça va, ouais, ça va. Bon, ben, bonne journée, allez, bon service. Et puis, ça s'arrête là, quoi. Parce qu'en vrai, on n'a pas forcément le temps de discuter le matin pendant des plombes. Mais là, je me dis, dommage quand même. Dommage, je connais personne comme chef de cuisine, c'est un peu con. Et un coup, j'appelle Jean-Claude Ségard, qui était le chef de cuisine du Méridien à l'époque. Et je dis, salut Jean-Claude, je demande à parler au chef, je ne savais pas qu'il s'appelait Jean-Claude. Bonjour chef, moi je suis le chef de la coupole, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on se voit, qu'on boive un verre ensemble ? Ah ben si, super, passe me voir. Donc je vais au Méridien, je vais le rencontrer, on sympathise, on va boire un verre. Là, j'ai dit, ah ben, ça serait quand même bien qu'on fasse venir d'autres chefs, boire un coup, on se fait un petit truc entre chefs. OK, on fait venir le chef du 1880 à l'époque. C'est un resto gastro à l'époque que tout le monde a bien connu. Il y avait le Grand Chêne au coin d'O Beach. Il y avait plusieurs chefs qu'on a fait venir comme ça. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et d'un coup, je dis, ben, pourquoi on ne ferait pas un repas ? Un repas, on cuisine tous ensemble. Que tu sois un chef de resto gastro, un chef d'un snack, un chef d'une école hôtelière ou d'un resto traditionnel, que tu sois, peu importe, à Nouméa ou en Brousse, ben, on peut cuisiner tous ensemble. Et je dis les fournisseurs, ceux qui vivent toute l'année, travaillent avec nous. Ben, on pourrait faire venir les patrons. Parce qu'en fait, on bosse avec les commerciaux, mais les patrons, on n'y a pas accès, en fait. Je dis, mais les patrons, moi, je vais les appeler et je vais leur demander de venir avec nous, de mettre une toque, un tablier et de faire la cuisine ensemble. Et on prépare notre repas. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a fait venir les patrons de Cerdis, de Socalais, de Gastronomie Import, machin. On s'est retrouvés dans une cuisine à préparer ce repas. Et ça a débuté, la table des chefs, en 2007.
jusqu'à aujourd'hui. Pareil, au bout d'un moment, j'ai passé le bébé à des confrères qui s'en occupent encore très bien, mais parce qu'au bout j'en ai fait 12, je crois. 12 années, j'ai organisé ça. Et chaque année, ça prend de l'ampleur et des proportions qui sont chaque fois un peu plus importantes, et donc demande plus de travail. Et à un moment donné, ça devient compliqué. J'avais fait les Fun Car Bike Show à Dumbéa, qui ont été des rassemblements automoto assez énormes. On avait fait venir 14 000 personnes, je crois, dans la journée. Et beaucoup de choses, beaucoup d'événements comme ça ont été caritatifs. C'est-à-dire que l'intégralité des bénéfices ont été reversés à des associations. Le Fun Car Bike Show, par exemple, on a généré 1,2 million de bénéfices. Ça nous a permis de financer la rampe d'accès à la mer au foyer Resnick à Nouville. Les handicapés ont pu aller dans l'eau à leur résidence, plutôt que d'aller à Lansvata, là où il y a les mises à l'eau. Ils ont pu profiter depuis leur truc. On a financé les petits tablettes pour les gosses à l'hôpital, pour qu'ils puissent avoir un lien avec la famille dans les îles et tout ça. Donc ça, c'était avec le Forum des motards, table des chefs. Après, suite à une table des chefs, je me suis fait rapprocher par le secrétaire général des disciples Escoffier International, qui était de passage sur le territoire. Il ouvre les Nouvelles-Calédoniennes et puis il voit l'article et puis il m'appelle, il me dit voilà, bonjour, Daniel Dorchy, je suis le secrétaire général des disciples d'Escoffier. Je dis ah ouais, il me dit je suis de passage sur le territoire. Ah cool, je peux venir vous voir? Ah mais carrément. Il vient voir, il me dit oui voilà, là je suis là cette semaine. Ça vous dirait pas d'intégrer l'association des disciples d'Escoffier, faire une délégation calédonienne? Et moi, je suis un opportuniste. Allez, on y va. En 3 jours, il a fallu que j'écrive les statuts et qu'on fasse l'intronisation, parce qu'en fait, pour devenir disciple d'Escoffier, c'est une intronisation. Comme tu as doublé chevalier, il y a quand même un rituel à respecter pour rentrer là-dedans. Et après, moi, je peux transmettre, en fait, et te faire rentrer. Mais tu viens pas, c'est pas une association où tu arrives, hop, tu payes ta cotisation, t'es dedans. Non, tu es obligé d'être intronisé par un qui est disciple d'Escoffier déjà pour pouvoir rentrer dedans. Avec cette association de disciples d'Escoffier, donc, pour revenir sur la table des chefs, c'est plutôt le côté très fédérateur du métier, où on se retrouve entre chefs à partager un moment. Les disciples d'Escoffier, c'est pas du tout le même concept. Ça a aussi un côté fédérateur, évidemment. Mais on se connaissait déjà, puisqu'on était tous de la table des chefs, on se retrouve aux disciples. Et les disciples, en fait, ça a plus un côté transmission des connaissances, au travers de concours de cuisine, jury d'examen, partage de nos connaissances. Encore la semaine dernière, moi, j'ai fait la semaine du goût dans une école maternelle. Voilà, tu transmets aux enfants le goût, les saveurs, les couleurs. Ça fait partie, en fait, de cette transmission. Et tu as un volet caritatif. C'est-à-dire que tous les ans, tu as obligation de faire un dîner d'épicure qui est vendu au profit d'une association à but caritatif. Ça peut être aussi bien une association pour des aveugles, des jeunes, des vieux, des malades, des handicapés, peu importe quelle association tu vas soutenir. En tout cas, les bénéfices servent à faire une action pour ces gens-là. Donc ça, pareil, j'ai monté cette délégation, je l'ai tenue pendant 3 ans, j'ai refilé le bébé, passation de pouvoir. Et donc là, j'en reste président d'honneur, puisque comme c'est moi qui l'ai créé, tu restes toujours attaché à ça. Et la dernière association que j'ai créée en Calédonie, c'est l'association des restaurateurs et métiers de bouche. Encore un autre volet, donc tu as le fédérateur avec la table des chefs, tu as le truc un peu caritatif et transmission. Et par contre, l'association des restaurateurs, c'est plus un volet syndicaliste pour défendre nos intérêts. C'est-à-dire pas syndicaliste débile, hein, je vais pas aller bloquer un rond-point en tapant des casseroles, mais plutôt syndicaliste dans le style on fédère la restauration pour être un interlocuteur des institutions. C'est-à-dire que si jamais la province sud, par exemple, a des questions relatives à la restauration, ils peuvent venir nous aborder. La police municipale, avec le service des débits de boissons, par exemple, hein, si on a un problème avec l'hygiène, enfin voilà. Là, en ce moment, par exemple, avec l'association des restaurateurs, je suis en train de me rapprocher, c'est ce que je faisais tout à l'heure pendant que tu te préparais, je me rapproche des maîtres restaurateurs. Le maître restaurateur, en fait, c'est un titre qui est décerné par l'État pour valoriser des restaurants qui pratiquent le 100%, quasiment 100% fait maison. Moi, je suis dans cette idée-là. Moi, quand je vais au restaurant, c'est pas pour manger une boîte de conserve ou un plat surgelé. Et en fait, on a ce titre de maître restaurateur qui existe en France et que je voudrais
amener ici. Mais pour ça, il y a un peu de travail. Donc, je suis dessus. Ça fait déjà plusieurs semaines que je suis dessus et que j'échange avec eux là-bas pour voir dans quelle mesure on peut le faire. Parce que pour que ça existe ici, il faut qu'il y ait un contrôle de leur part. Parce que tu peux pas juste dire je suis à 18 000 bornes et puis bien je fais du 100% fait maison. Non, il faut que quelqu'un qui vient authentifier ça, vérifier que tu racontes pas des conneries. Parce que c'est pas un petit panneau que tu mets juste à l'entrée du resto. C'est décerné par l'État français. En France, c'est la préfecture qui te donne ce titre. Donc ici, ça serait peut-être le Haut Commissariat qui dit, voilà, effectivement, lui, c'est un maître restaurateur. Ok. Voilà, donc là, c'est encore un travail de plus que j'essaie de mettre à profit de la Calédonie. Et si on y arrive, bah, tant mieux. Comment est-ce que tu voudrais être qu'on se rappelle de toi en Calédonie? Un bon mec. Un bon mec. Rappelle de moi comme un bon mec avec qui tu peux partager une bonne bière, un bon petit pinard ou une choucroute. Moi, je suis un bon vivant, je suis vachement abordable. Je veux juste que tu te rappelles de moi comme ça. Un mec cool. J'espère. J'espère être cool. Ça marche. Bon, bah, ce sera Le mot de la fin. le mot de la fin. Ben, merci pour cette interview.